Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité. Il sera probablement bien trop modeste pour vous le dire, mais avec sa bande de potes, il a marqué toute une génération. Je vous parle là d'un temps où la télé nous divertissait et où le cinéma était encore une religion. Il est très drôle, talentueux, il réalise aussi bien qu'il joue, il écrit aussi bien qu'il touche. Je suis très heureux de recevoir Maurice Barthélémy. Comment tu vas, Maurice ? Ah super, avec une introduction comme ça, si je peux me permettre, c'est magnifique. Je suis très heureux. Je suis très heureux de te recevoir. Écoute, on va parler un peu de ta vie en général et de tes passions artistiques. On va commencer par la musique avec cette première question, Maurice. Ok. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand tu étais plus jeune ? Alors moi, j'ai 3 grandes sœurs. Il y avait pas mal de Bob Marley qui passait. D'accord. Il y avait du Cat Stevens, il y avait des Simon and Garfunkel, il y avait les Beatles, il y avait les Rolling Stones. Moi, je suis un peu issu d'une famille de 68 arts, donc ils écoutaient un peu des choses de cette époque-là, ouais. Donc c'était assez varié finalement. C'était assez varié, ouais, parce que mes frangines écoutaient beaucoup de musique et donc moi j'étais un peu, à l'époque j'étais plus Renaud parce que moi j'essayais de me démarquer un peu de mes sœurs, ouais. Donc j'avais du Renaud, un peu de Téléphone. Moi j'étais plus français, donc il y avait du Trust, il y avait et puis il y avait du Police aussi. Okay. Voilà, je peux pas t'en dire plus, c'est déjà pas mal. C'est énorme déjà, c'est énorme. Et est-ce que tu te souviens de la première claque musicale ? Tu sais, quand t'es ado ? Oui, bien sûr. C'était quoi, dis-moi ? C'est la première fois que je vois le clip de Michael Jackson, je crois que c'est Billie Jean. Ah oui. Et là, ma sœur et moi, on est devant la télé, on se regarde et on se dit, là, il y a un avant et un après, et c'était fou. T'as vécu ce raz-de-marée en direct live, cette chose qui allait transformer, qui allait marquer l'histoire de la musique. Ouais. Et surtout que ce qui était marrant, c'est qu'au moment où on le voit avec ma sœur, qui a 4 ans de plus que moi, on a vraiment le sentiment de vivre un moment, mais à part, quoi. On sait que c'est important ce qu'on est en train de vivre. C'est vrai ? Tu vois que c'est un truc que t'avais pas vu, qu'on n'avait pas vu à cette époque-là. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu un mec danser comme ça, on n'avait jamais vu un beat pareil. En tout cas, pour nous, pour cette génération-là, on était complètement subjugués et bouche bée, ouais. C'était un truc révolutionnaire un peu. Et t'étais quel genre d'élève toi à l'école, Maurice, dis-moi ? J'étais un élève pas super bon. D'accord. J'étais un élève plutôt... je la ramenais pas trop parce que c'était pas mon truc, l'école. Je m'ennuyais, j'avais l'impression que je sais pas trop pourquoi j'allais à l'école. D'accord. Donc je me suis dit, il faut pas trop que je perde de temps à redoubler, à me faire coller, à me faire engueuler. Donc je la jouais low profile, mais je m'emmerdais. Ouais. Et j'avais pas de très bonnes notes parce que je travaillais pas beaucoup. Ça m'intéressait pas à l'école, je me disais pas... Enfin, le seul truc qui m'intéressait, c'était les potes, aller jouer dans la cour de récré, mais les cours en soi, en tout cas à partir, je dirais, du collège, parce que la primaire, c'était plutôt peinard, mais à partir du moment où je rentre en 6e, 5e, là, ça se complique. Je trouve qu'il y a des trucs que je comprends pas, je comprends pas pourquoi on m'envoie à l'école, je vois pas l'intérêt. Et puis surtout, j'avais un trouble de l'attention, donc j'avais du mal à apprendre, j'étais un peu dyslexique aussi. Enfin, j'étais vraiment dyslexique quand j'étais gamin, donc j'étais totalement désorthographié. Donc, pareil, j'étais pointé du doigt comme étant un gros flemmard, pas capable d'être bon en orthographe, alors qu'en fait, j'avais vraiment un problème d'appréhension. Donc, j'étais pas fait pour l'école. C'est pas un mauvais souvenir, mais je sais que j'étais pas du tout adapté. Tu penses que le système de comment est construit l'école a pu jouer au fait que parfois certains élèves peuvent décrocher pour X raisons ? Ouais.
Ouais. bien sûr. Surtout à l'époque, moi, parce que comme je suis un peu vieux, c'était dans les années 75-80. Il n'y avait pas du tout, on faisait pas attention aux élèves atypiques. Oui. Et donc là, je couvre vraiment un spectre très large, hein, qui va de l'élève qui est pas du tout adapté à celui qui a des troubles autistiques, à celui qui est hypersensible comme moi, ou enfin ce genre d'élèves. Donc nous, à cette époque-là, non, en fait, il y avait ceux qui comprenaient et qui avançaient, puis il y a ceux qu'on comprenait pas et qu'on écartait. Et donc moi, je faisais partie de ceux qu'on écartait. Voilà. Et tu trouves que ça a changé après, quand tu as eu une fille plus tard, que tu as vu le système scolaire en tant que papa cette fois? Ouais, je pense que ça a évolué. Et aujourd'hui, je remarque quand même qu'il y a beaucoup d'instits, de profs qui sont beaucoup plus vigilants aux élèves qui sont atypiques. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui change. Ça prend le temps, surtout en France où on a quand même un système éducatif un peu archaïque, hein. C'est pas de la faute des profs, c'est un peu la faute du système. Et donc du coup, je constate que ça évolue. Tu constates, ok, très bien. Est-ce que ça t'arrive de travailler en musique, toi? Oui, plutôt. Ouais. J'aime bien. En fait, l'idée pour travailler pour moi, c'est de ne pas avoir l'air de travailler. Donc, si on me dit on va se réunir pour travailler, je vais avoir un ennui immédiat qui va me tomber dessus, où je vais me dire non, voilà. Donc, je fais tout pour que ça n'ait pas l'air de travail. Je sais pas si cette phrase est très correcte. J'ai compris. Tu vois, mais ça, en tout cas, voilà. Donc, je peux mettre de la musique, je peux bosser sur une terrasse de café, je peux me mettre dans un Starbucks. L'idée, c'est de ne pas avoir le sentiment de travailler. Il ne faut pas un environnement de travail à proprement parler, un bureau, je m'assois derrière, je travaille, ça c'est pas pour toi. Ça, c'est horrible. C'est pas pour toi. C'est horrible. C'est quoi ce que t'écoutes en ce moment? Tes petits kiffs musique en ce moment, ça serait quoi? T'es resté varié dans tes Ouais, je suis très éclectique. Ouais. En revanche, j'ai un vrai problème pour retenir les noms des choses que j'aime bien écouter. Donc, c'est très difficile pour moi de sortir des références précises. Okay. Et je pourrais même pas te les chanter non plus. Mais t'es éclectique, t'écoutes un peu de tout aujourd'hui. Beaucoup de choses différentes. Et est-ce que t'écoutais quand t'étais petit, via tes parents, via tes sœurs, tu l'as transmis un peu à ta fille? Non, plus tard, pas du tout. Pas du tout. Non, au contraire. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est les covers. J'adore écouter les covers, c'est mon truc. J'aime bien les gens qui revisitent des morceaux connus et tout. Et ma fille, ça la rendait hystérique en me disant mais papa, pourquoi t'écoutes pas les originaux plutôt que d'écouter cette version-là? Je sais pas. Non, j'ai rien transmis en goûts musicaux avec ma fille. Peut-être parce que pendant 8-10 ans, j'ai pas côtoyé le quotidien avec ma fille, donc j'ai pas pu lui transmettre certaines choses. Elle t'a fait peut-être découvrir, elle, des choses, au contraire. Ouais, bien sûr. J'imagine. En revanche, elle me... que je serais toujours incapable de te... Non, si t'as pas les tiens, j'imagine. Et si tu devais écouter qu'un seul album jusqu'à la fin de ta vie? Ah bah ça serait... Pardon, hein, je vais parler en bon boomer, mais ça serait Simon et Garfunkel, The Sound of Silence, qui pour moi, on peut pas faire plus simple et plus beau et plus intemporel, donc voilà. Ça fait partie des albums que tu peux écouter quand tu travailles par exemple, ou qui peuvent t'inspirer? Parce qu'en plus il y a vraiment un effet Madeleine de Proust, parce que ça me rappelle l'ambiance à la maison, mais c'est surtout que je trouve que c'est vraiment là, ça touche à... Quand la musique touche un peu au sacré, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ces gars-là ont pondu une musique qui est sacrée, comme Mozart, Bach, d'autres. C'est de cet ordre-là pour moi. Ok, très bien. Et si tu pouvais te réincarner en un chanteur, tu choisirais qui et pourquoi? Écoute, c'est une bonne question. Qui je pourrais être en chanteur incroyable? Incroyable. Je sais pas. Ça, c'est difficile. Parce que j'ai l'impression que tous les chanteurs ont eu des destins un peu tragiques. C'est pas faux. Donc je me dis, wow, c'est chaud. Parce que si par exemple je pense à Elvis, je me dis, il a mal fini sur ses toilettes. Si je pense à Prince, pareil. Si je pense à Jimi Hendrix, voilà. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a que des gars morts qui me viennent à l'esprit. Parce qu'ils ont marqué quand même l'histoire de la musique, mine de rien, mais comme tu dis, la fin est tragique. C'est ça. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me vient à l'esprit. Peut-être artistiquement, plus que sur la vie qu'ils ont eue. Oui, c'est ça, artistiquement. Ouais. Parce que, je sais pas. Allez, on va dire Bob Marley, je l'ai déjà cité, mais
Et il est très très loin de moi. Il est grand, il est noir, mais c'est pareil, quoi. On a affaire à du génie, quoi. C'est des gars qui sont en connexion avec quelque chose qui est pas sur Terre, quoi. Et t'as vu qu'ils préparent, ils ont fait un biopic là sur Bob Marley, ouais, qui doit sortir en 2024. Je sais plus, j'ai plus la date. Génial. J'ai hâte de voir ça, parce que ça fait partie aussi des artistes qui m'ont marqué et dont un film. Je serais curieux de voir ce que ça va donner. Parce que je connais pas du tout en plus la vie de Bob Marley. Bah c'est ça. C'est que moi, j'allais dire, c'est pas ma génération et j'avoue que j'ai pas pris le temps de me pencher dessus, donc ce serait très curieux de voir ce que ça va donner. On va rester un peu sur les planches, mais celle du théâtre. Oui. Pour préparer ce podcast, je lisais un peu, je regardais ce que tu faisais. Et j'avais pas forcément prêté attention que tu avais fait beaucoup de théâtre quand tu étais plus jeune. Ouais, effectivement. Beaucoup de pièces de théâtre. Avant de rencontrer les Robins, je faisais pas mal de théâtre dans l'univers du jeune public et puis voilà, avec des compagnies semi-pro. Donc ça, j'ai fait ça pendant 5-6 ans dans ma vie. Des spectacles classiques. Et c'était chouette parce que j'ai appris mon métier un peu à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire que on partait en tournée avec très peu de moyens et puis on se mettait sur des places de village où on tournait dans des MJC ou dans des salles polyvalentes toutes pourries. Mais j'en garde un super souvenir parce que c'était tout pourri. Mais j'apprenais comme jamais, quoi. Et quand je suis arrivé par la suite au cours Florent, parce que je me suis dit, bon, il faut que je me confronte un peu à l'ambiance parisienne, je suis arrivé avec un bagage que peu de gens avaient, quoi, qui était vraiment... Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Qui est le bagage de celui qui a appris sur le tas, quoi. Ouais. Et ça me permettait de garder des distances un peu avec ce monde parisien où tout le monde se toisait. Moi j'en avais rien à foutre. J'étais là pour m'amuser, pour apprendre, voilà. Et donc j'étais pas dans la concurrence, mais j'avais un petit background qui me faisait que je pouvais m'appuyer dessus en me disant que je faisais pas n'importe quoi. Et tu te souviens de la première fois que t'es monté sur scène pour interpréter un rôle? Ce que tu as ressenti? Ouais, je crois que j'étais tout gamin. Je devais interpréter un spectacle, je sais pas si c'est Cendrillon, et je jouais pas Cendrillon, je jouais le prince charmant. Et tu sais, les spectacles de fin d'année à l'école, quoi. Et je m'en souviens, j'avais un trac de ouf. Mais avec ce sentiment de me dire, oh putain, cette sensation, elle est sympa, quoi. Et c'était la toute première fois, je devais avoir 7-8 ans, un truc comme ça. Est-ce que le fait de faire ça, de faire ces tournées, comme tu dis, d'apprendre ton métier, à ce moment-là de ta vie, ça t'aide dans ta vie perso? En tant qu'homme, de te développer, ça contribue à ça un peu? Oui, parce que c'est une période de ma vie où moi j'ai 20 ans et qu'en fait je sors de l'adolescence et que c'est une façon de m'affranchir à la fois de ma famille, parce que mon père voulait que je fasse un métier plus sérieux et en même temps moi je suis un peu en rupture avec ça, sans être en conflit mais en tout cas en rupture, et je prends un peu le large, je quitte Paris, je pars avec ces compagnies là, et donc c'est vrai que ça correspond aussi à une volonté de larguer les amarres avec la famille et avec les attentes aussi. Là, je dis à tout le monde, je vais être comédien. On verra bien. Ouais, on verra bien. Voilà. Mais ça m'aide. Et tu te verrais aujourd'hui remonter sur scène? Oui, bien sûr. Faire un seul en scène ou une pièce, je sais pas. Je l'ai fait il y a 2-3 ans quand j'ai adapté le bouquin pour ton livre, hypersensible sur scène. C'est pas ce que je préfère, de me retrouver seul sur scène, parce que moi je suis un gars d'équipe. J'ai besoin de copains, j'ai besoin de copines, j'ai besoin de rigoler, j'ai besoin d'arriver au théâtre en faisant 3 conneries. Et là, c'était très 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 solitaire comme démarche. Donc j'ai joué pendant 2 mois et demi à Paris, et quand on m'a proposé de partir en tournée, j'ai dit non, parce que je me voyais pas du tout me retrouver avec le régisseur et aller de ville en ville. Non, c'était trop solitaire comme démarche. Donc aujourd'hui, oui, pourquoi pas, avec une équipe et si possible une pièce positive. Ouais. C'est pour cadrer avec ton humeur, ton mood. Ouais, puis surtout, je pense que dans la période actuelle, c'est important d'essayer de répandre un peu de bonne humeur.
parce que c'est lourd ce qu'on traverse. Ah, c'est très très compliqué, je te confirme. Et pour rester sur ça, il y a des gens, donc le stand-up, les stand-uppers, les humoristes qui, aujourd'hui, le stand-up en France notamment, il a pris une grosse place sur scène. Ouais. Tu as le temps, toi, de voir un peu des humoristes Ouais, j'y vais de temps en temps, peut-être 5-6 fois par an. Je vais voir des gens, soit que je connais, soit que je ne connais pas. Okay. J'aime bien me laisser surprendre et découvrir des nouveaux univers, des nouvelles personnes ou voir des copains. Ouais, c'est top parce que pour avoir su plusieurs humoristes aussi, les plateaux qui se multiplient, les humoristes qui éclorent un peu de partout, c'est quelque chose que, en plus, toi, à ton époque, qui n'existait pas, qui est très très récent finalement, ça fait récent. Une petite dizaine d'années, même pas, ça, tout juste. À partir de, je dirais, c'est un peu quand Jamel commence un peu à développer ça. C'est ça. Il y a toute cette école du stand-up un peu issue du stand-up américain qui déboule en France. Et c'est vrai qu'à l'époque des Robins, il y avait des gens qui faisaient du one-man show, ça existait, mais on était plus sur des gens type... Non, mais il y avait déjà, à l'époque, je sais pas, il y avait déjà Elise et Semoun qui commençaient, il y avait Dubos qui avait... non, il y en avait quelques-uns quand même qui commençaient à faire du seul en scène, mais c'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. C'est clair, c'est clair. Et t'as déjà croisé justement des humoristes de la nouvelle génération qui te croisent et qui te font un retour sur l'époque des Robins, qui ont pu ça t'est déjà arrivé? assez souvent parce que il se trouve que voilà, on est une génération où les gars qui ont aujourd'hui 35 ans, ils regardaient pas mal les Robins à l'époque, quand ils avaient 15 ans. Et donc, on a souvent des retours très surprenants de gars qui fait les Robins. Et nous, ça nous surprend toujours parce qu'on a toujours eu un peu le sentiment de faire ça un peu dans notre cave, quoi. Même quand on était à Canal, c'était un peu notre cave, quoi. C'est-à-dire que nous, on n'était pas dans le bâtiment principal de Canal, on nous avait mis loin pour éviter les nuisances. Et donc, moi, ça me surprend toujours, encore aujourd'hui, quand il y a des gars qui nous disent « Ah ben, on suivait les Robins, ça nous faisait rire, on aimait cet humour à la con », et moi ça me fait plaisir, mais ça me surprend toujours. Et ça reste la référence pour les gens qui le croisent dans la rue, les Robins des Bois, ça reste le truc qu'on te dit. La plupart du temps, les gens font référence aux Robins. Moi, ça me va super. J'assume tellement mon passé d'ancien Robin que ça me fait toujours plaisir. Écoute, on va continuer un peu dans ton parcours et on va passer à la télé. Yes. En parlant un peu de Dominique Farrugia qui vous avait vu sur scène, qui a produit votre spectacle à l'époque et qui ensuite il va créer la chaîne Comédie. Et il va vous appeler pour demander de faire des sketchs un peu à la télé, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes. Comment tu produis le spectacle avant, qui est le spectacle Robin des Bois. Okay. C'est pour ça qu'on s'appelait Robin des Bois. En fait, c'est parce qu'on avait fait un spectacle qui s'appelait Robin des Bois d'à peu près Alexandre Dumas, produit par Farrugia. Et en fait, on tourne ça pendant 6 mois. Et après, Farrugia décide de créer Comédie. Et c'est là qu'il nous demande de venir. Comment tu pourrais décrire l'atmosphère de Comédie pour les gens qui n'ont pas connu cette période-là? Moi, j'ai grandi, j'ai 32 ans, j'ai grandi avec ce truc-là, la grosse émission, c'est une référence pour moi. Mais pour ceux qui n'ont pas connu, qui nous écoutent, qui nous regardent, comment tu pourrais décrire cette époque-là? C'était en fait un moment comme ça assez béni des dieux, parce que à l'époque, on bénéficiait d'une sorte d'espace, de liberté absolue, qui était sur le câble. À l'époque, personne ne regardait vraiment le câble. Donc déjà, il n'y avait pas de problème d'audience, il n'y avait pas de problème de pub. Il fallait juste occuper l'espace, quoi. Donc déjà, on nous foutait une paix royale. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Il y avait Internet, mais pas la puissance qu'a aujourd'hui Internet. Donc, pas de gens qui nous laissaient des messages agressifs, ni de gens qui nous laissaient des messages... Non, on n'utilisait pas Internet. Donc voilà. Donc on nous foutait la paix à ce niveau-là. Et puis voilà, comme on était dans cette espèce de bulle un peu protégée par l'anonymat, on faisait ce qu'on voulait. Donc si je devais décrire ce que c'était que Comédie à cette époque-là, c'est comme si vous aviez un lycée technique où vous remplissez ce lycée technique de gars. J'essaie de voir où tu vas m'emmener là, ce lycée technique. De gars qu'on ne veut pas, tu vois, en se disant bon là on va les mettre au lycée technique Jules Verne et ils vont nous foutre la paix. Et nous c'était un peu ça, on était dans un lycée technique avec des gars qui étaient très
très atypiques, mais qui étaient hyper performants chacun dans leur domaine. Et donc, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, moi, je retrouve, quand je fais une émission de télé, quand je fais une émission de radio, des gens de comédie qui étaient là à l'époque, etc. Et donc, en fait, c'était tout ce rebut de personnes que personne ne voulait. On s'est retrouvés dans cette... Dans ce lieu qui était le théâtre Pierre de Moore dans le 17e. Et on s'est mis à faire une émission. Personne ne savait faire une émission. Et puis on s'est tous lancés. Et c'était super sympa, quoi. Et on travaillait comme des dingues avec les Robins parce qu'il fallait fournir 25 minutes de sketch par jour. C'est énorme. Hein. Donc c'était beaucoup. C'est énorme. Mais il y avait beaucoup de déchets d'ailleurs. Mais on avait une liberté absolue. Et donc pendant 2 ans, on a vraiment profité de cette liberté pour vraiment faire tout ce qu'on voulait. On avait des limites. On voulait pas faire de politique, on voulait pas faire trop de parodies, on voulait pas. Il y avait des trucs qui étaient pas de notre domaine. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire ? Ce qui nous ressemble, c'est-à-dire l'humour cours de récré qu'on avait, c'est-à-dire Oui. On se promène à poil, on fait pas de chute au sketch, on fait des sketchs récurrents comme ça. Les gens ont une sorte de je dirais, ça crée un lien avec le public qui voyait des sketchs récurrents qu'ils aimaient bien et tout, Pouf le cascadeur, ça crée un rendez-vous. Sophie Pétoncule, Radio Barefoot, etc. Donc ça crée un rendez-vous. Et ça, sans s'en rendre compte, ça a créé une vraie communauté très 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 solide qui est celle et ceux qui regardaient Comédie à cette époque-là. Et quand on est passé sur Canal 2 ans plus tard, certains se sont sentis trahis parce qu'ils trouvaient que on avait moins de place, que ce qu'on faisait c'était plus contrôlé, plus formaté, mais en même temps c'était un peu un passage obligé si on voulait un peu ouvrir et avoir un public un peu plus large. Donc je dirais que bon, moi il n'y a pas de regret parce que c'était quand même sympa à faire, mais c'est vrai que les 2 années de Comédie ont été vraiment totalement en lâchage total, quoi. C'est marrant, tu sais, ce que tu me dis, ça me fait penser que ça rejoint un peu ce qui se passe aujourd'hui parfois, pour faire un parallèle avec les créateurs sur YouTube, qui quand c'est pas très encore exposé, pas très connu, ils font un peu ce qu'ils veulent. Il y a cette espèce de liberté, de spontanéité que les gens apprécient, qui font que les gens vont les suivre, etc. Et le jour où ils ont une audience un peu plus grande, effectivement, ils vont peut-être s'ouvrir à une chaîne, à des marques, et certains vont trouver ça un peu plus bridé, mais en même temps, eux vont avoir plus de moyens pour faire des choses encore plus grandes, ce qu'ils ont envie de faire. Donc il y a une espèce de truc qui au final existe depuis toujours, en fait. Oui, bien sûr, et je crois que c'est un passage obligé. Après, il faut voir à quel moment tu perds un peu ton âme, ou trop ton âme, et qu'il faut que tu reviennes à des fondamentaux. Nous, on n'a pas eu l'occasion vraiment ça a été 4 ans de sketch, donc je dirais que c'est une période relativement courte. Parce qu'après, on a fait le film, avant, on avait fait du théâtre. Donc je dirais que on n'a pas vraiment eu le temps de se choper un méga boulard et de se dire ça y est, le monde nous appartient, maintenant on va gagner des 1000 et des 100. On gagnait bien notre vie, mais voilà, c'était pas gueudin. Et puis mais c'est vrai, ça arrive encore, j'imagine, aujourd'hui à plein de gens sur les réseaux sociaux, etc., qui passent à la vitesse supérieure et à qui on peut reprocher d'être un tout petit peu trop grand public, je sais pas. Ouais. Mais c'est marrant parce que tu vois, finalement, c'est vrai que en t'écoutant, je me disais ça. Au final, c'est la partie Comédie a duré 2 ans. 2 ans Comédie. Ce qui en soi est pas énorme et qui a marqué encore 20 ans après. C'est fou quand même. Ouais, c'était 2 ans, mais c'était 3000 sketchs. Donc c'était intensif. Fourni en 2 ans. Ouais. Et Canal, c'était 2 ans aussi. Il y avait la KPDP qu'on aimait bien. Il y avait l'Instant norvégien. Il y avait des trucs qu'on aimait bien aussi sur Canal, qui nous ressemblaient bien. Et parce que quand même, à Canal, on nous a vraiment laissé faire ce qu'on voulait aussi. Oui, c'était encore l'époque Canal où il y avait une liberté. Bien sûr. C'était l'escure de greffe, donc on était très protégés. Même quand on faisait un sketch un peu border, où tout d'un coup on faisait une partie de tennis avec des poussins, personne nous emmerdait, alors que le standard explosait parce que tout le monde disait « Ah, c'est horrible ». Évidemment qu'on tuait pas des poussins, mais on faisait comme si on piochait dans une caisse avec des vrais poussins. Donc évidemment, ça c'était chaud, mais j'ai l'impression qu'en le disant, tu t'es rappelé. Oui, mais c'est vrai, parce qu'aujourd'hui c'est impossible. Oui, bien sûr. Tu te retrouves. Mais ça en crée une période, une certaine période. Voilà.
Mais c'était ouais, à Canal, on a quand même pu faire des trucs très à nous, ouais, ça c'est sûr. C'était l'esprit Canal, ce qu'on Ouais, appelait l'esprit Canal. Un et peu, ils nous laissaient faire parce qu'ils savaient que de toute façon, on avait un humour qui était à nous. Mais de la même façon qu'ils ont toujours laissé faire les gens qui étaient là, que ce soit Edouard Baird, que ce soit les Deschiens, que ce soit Decaune et Garcia, que ce soit les Nuls. Ils ont toujours laissé totalement les gens s'exprimer, et c'était ça le grand talent de Canal à l'époque, c'était de ne pas brider les gens, de ne pas essayer de les formater, mais au contraire d'être qui ils voulaient, et c'est ça qui marchait, quoi. Laisser un peu s'exprimer les talents. Oui. Tu regardes un peu encore la télé, toi ? Pas beaucoup. Plus trop. Non. Plus trop, c'est plus un truc, c'est plus un rendez-vous, c'est plus. Bah, ça moi, te correspond plus. Je regarde le journal télé parce que je suis un peu accro à l'info. Ouais. Donc c'est mon petit rendez-vous un peu de vieux. Mais sinon, je regarde très peu la télé, hormis ça. Ok. Non. Il n'y a plus de programme qui te. Non. Et tu parlais un peu des réseaux tout à l'heure, on parlait de ça. On sait qu'aujourd'hui, maintenant, ça peut aller très vite, la notoriété avec les réseaux. Oui. Il suffit que tu dises quelque chose, positif ou négatif, d'ailleurs, ça peut être repris très rapidement. Vous, à l'époque, vous n'avez pas, comme tu le disais, vous n'avez pas tout ça, mais tu le ressens, toi, en termes de notoriété, qu'il y a un accélérateur là, après l'époque comédie Qu'on a à titre connu, personnel, ouais, que vous avez connu vous, tu le sens qu'il y a un changement dans ta vie? Moi, alors là, je vais te dire très franchement, la notoriété n'est pas quelque chose qui m'a fasciné dans la vie, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas un caractère qui était fait pour être connu. C'est-à-dire que dans la vie, je suis plutôt quelqu'un, j'aime bien pouvoir faire ce que je veux, qu'on me regarde pas. Ouais. Et ce qui fait que quand la période un peu exposée qu'on a eue pendant une dizaine d'années est passée, moi, je suis très content d'être revenu un petit peu à l'ombre. D'accord. Parce que c'est pas mon truc qu'on me remarque, j'aime pas ça. Et pourtant, je l'ai cherché, donc c'est paradoxal. Hein, quand t'es jeune acteur, tu cherches qu'une chose, c'est qu'on te voit, puis que ça marche, et puis que tu gagnes de l'argent, et que les choses soient simples. Mais une fois que tu l'as vécu, tu te dis, c'est quand même une petite pression un peu bizarre de si tu sors en jogging pour aller chercher ton pain, et qu'il y a quelqu'un qui vient te voir, et que toi, t'es mal luné, et que si d'un coup, la personne, tu lui réponds un peu à côté, bah alors là, pour lui, c'est une déception de ouf. Ouais. Alors que toi, c'est oui, juste que t'es pas tout à fait réveillé. Et donc, il va dire, ah, putain, je l'ai croisé, il a un boulard énorme, etc. Et en fait, cette espèce d'obligation d'être toujours au top tout le temps est bizarre. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ouais. Pour toi, en plus, on t'en parlait vite fait, mais de l'hypersensibilité, pour une personne comme toi, je pense que c'est une anticipation permanente de se dire, je vais sortir, je vais peut-être croiser quelqu'un qui va me dire, ouais, je pense que ça doit être un Et donc, c'est pour ça que fatigant. moi, quand j'ai retrouvé une forme d'anonymat, même si encore aujourd'hui, il y a des gens qui me remettent, mais moi, ça me va super. Ça te va. Ça, tu peux pas imaginer, parce que c'est tellement bien de pas être connu. Non, mais en final, tu dis ça, mais c'est tout le paradoxe des gens connus, j'ai l'impression, qui, comme tu le disais, le cherchent, et quand il y a trop d'exposition, finalement, c'est. Ah oui, mais moi, c'est fatigant quand même. Tu vois, par exemple, mon camarade Jean-Paul Rouve, qui, depuis qu'il a fait les Tuches, a vraiment touché un très, 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 très large public. Je vois que pour lui, c'est lourd, quoi. Ouais, j'imagine. Parce que, tu vois, quand je passe des moments avec lui et que ça touche toutes les générations, et que là, il a jamais de tranquillité, et ben, en fait, ça m'inquiète un peu pour lui, quoi. Parce que je me dis, putain, c'est lourd. Et les gens se rendent pas compte, parce qu'ils se disent, bah attends, le mec, il a tout, il est connu, il fait des films qui marchent, machin, etc. De quoi il a pas à se plaindre. Je suis bien d'accord, et Jean-Paul ne se plaint pas, mais moi je me plains pour lui. Oui, et puis il faut dissocier les choses. Ouais. On peut avoir réussi sa vie professionnellement, ça n'empêche que d'être interpellé, j'imagine, et pas pouvoir vivre tranquillement. N'importe qui le vivrait de manière assez compliquée, c'est logique. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas de répit. C'est ça le truc, c'est vraiment ça que les gens doivent entendre, c'est qu'il n'y a pas de répit. C'est-à-dire, à partir du moment où tu franchis le pas de ta porte jusqu'au moment où tu vas revenir chez toi, eh ben, tu vas être sans arrêt interpellé à n'importe quel moment de ta journée. T'es en scooter, t'as ton casque, voilà, on va te dire ça va, c'est cool, ou alors putain, t'as vu, tu m'as fait une queue de poisson, t'as la grosse tête et tout, et en fait
t'es dans un autre monde, dans une autre dimension, quoi. Ta profession prend le dessus en fait sur tout. Ouais, et t'as un prétexte pour tout en fait. C'est ça, et t'as peu de repos, ouais. Surtout pour l'exemple de Jean-Paul Rouve qui en plus comme tu disais a fait les tuches et donc il y a vraiment un film hyper référencé où en plus de ça on va l'appeler par bien le... sûr, alors tu on vois, va dire des frites, sortir les... on va lui dire, etc. Ça rajoute encore un truc. Et les gens à chaque fois ils pensent, c'est ça qui me fascine. Moi je discutais un jour avec Jean-Pierre Foucault qui est un monsieur très gentil et qui me racontait que systématiquement on lui disait c'est votre dernier mot Jean-Pierre, et lui à chaque fois il faisait comme si c'était la première fois qu'on lui faisait la vanne, alors qu'on lui fait 45 fois par jour. Forcément. Et ouais, c'est ça, ouais, c'est les running gags. C'est fascinant les gens qui effectivement pensent l'avoir sorti. Alors là, je vais lui dire, je pense que je vais toucher le truc. Bien sûr, c'est vraiment le truc. Ah bah ça me vient là, je suis sûr que là il a oublié quoi. C'est dommage. Puis c'est généralement, c'est jamais bien méchant en plus. Ça part pas d'une mauvaise intention. C'est juste des gens qui veulent passer un moment quoi. Mais non, c'est toujours très bien. C'est très gentil. Ouais. Pour rester un peu sur la télé, tu regardes un peu des séries? Oui, beaucoup. Tu regardes beaucoup de séries? C'est quoi la dernière que tu as regardée, tu te rappelles? De Morning Show là sur Apple. Sur Apple, okay. J'aime bien. Il y en a une que j'ai adorée qui s'appelle The Knick, qui est de Soderbergh, qui est sur Paramount, je crois. Succession. Là, j'ai essayé de regarder la suite de Sex Education, que je trouve un peu faiblard. D'accord. Qu'est-ce que j'ai vu? Non, t'as l'affût quand même de pas mal de choses. Ouais. Les séries, c'est mon truc. C'est ton truc, Parce que je fais du sport en regardant les séries, donc j'en bouffe pas mal, ouais. T'as une série préférée qui t'a marqué? Ouais, moi je dirais Les Sopranos, qui était pour moi la série absolue. The Wire, qui est des très grandes séries, quoi, de La Maison Blanche, que j'adorais. Bizarrement, c'est des séries qui ont déjà 10 ou 15 ans, mais parce qu'il y avait il y avait du boulot, quoi. Et puis c'était, alors encore aujourd'hui il y a du travail, hein, mais c'est moins poussé qu'il y a 10 ans, les séries, je trouve. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de plateformes qui se sont multipliées, qu'il faut alimenter, etc. Et donc du coup il y en a pas mal qui se paument au bout de la deuxième saison. C'est vrai. Et j'ai trouvé que là, par exemple, Succession avait tenu vraiment jusqu'au bout un truc extraordinaire. Donc ça, pour moi, c'est la dernière très grande que j'ai pu voir. Game of Thrones, évidemment. Bref, il y en a beaucoup. Et The Shrinking, que j'ai beaucoup aimé aussi sur Apple, avec Harrison Ford qui joue un psy. Ah oui, avec comment il s'appelle, Jason Segel. Exactement. Ok, ouais, exact. Très bien, ça, très très chouette. Ouais, j'aime bien ça. Non, j'aime beaucoup ce que fait Apple en général. Je trouve que c'est très quali. Je te rejoins. Ouais, Severance aussi, qui était assez étonnant. J'ai adoré. Ouais. C'est une de mes préférées d'Apple. Ouais. J'ai adoré parce que ça faisait longtemps, moi aussi, je regarde beaucoup de séries et que j'avais pas vu un scénario original comme ça, qui sort d'une série policière. Bref, je vais pas caricaturer ou truc hospitalier. Et j'ai adoré le concept. Il me tarde de voir la suite la suite de ça. Je suis d'accord. Et je te recommande une série. Je sais pas si tu l'as vu, qui est sur Apple. Je l'avais recommandé dans un épisode précédent, qui s'appelle The Shrink Next Door. Non, pas encore. On me l'a conseillé, je l'ai pas vu. Avec Will Ferrell et Paul Rudd. Ah oui. Et en fait, je suis fan de Will Ferrell. En plus. Voilà, moi j'adore ces deux acteurs. Et quand j'ai vu l'affiche, je tombais par hasard dessus. Et c'est pas une comédie. D'accord. Contrairement à ce qu'on pourrait croire vu les acteurs principaux. Et c'est tiré d'une histoire vraie, donc moi j'apprécie les trucs. Et voilà, je sais regarder, c'est l'histoire d'un psy qui est joué par Paul Rudd, qui va un peu qui va prendre l'ascendant sur son patient joué par Will Ferrell, qui est quelqu'un d'un peu niais. Et de là va se passer plein de choses. Je te laisse découvrir si tu regardes, mais je te conseille, elle est vachement bien. Super. Il y a pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il doit y avoir 8 épisodes, un truc comme ça, et c'est vachement bien joué. Et c'est rare de voir Will Ferrell, on l'a vu un peu dans des rôles un peu sérieux. Paul Rudd, j'ai l'impression un peu moins. Et là, il a vraiment un rôle un peu machiavélique. J'ai vraiment bien aimé. Je te conseille. Eh ben ouais. Maurice, on va faire une petite pause, on va faire un petit jeu ensemble. Tout à fait, avec joie. Qui s'appelle le Quiz Art. C'est un jeu de rapidité. Je vais te poser un maximum de questions en 1 minute. Ça marche. Tu devras me donner un maximum de bonnes réponses. Alors, je tiens à préciser pour nos amis auditeurs et auditrices, c'est que je ne connais pas les questions. Tu ne connais pas les questions. Je vais sûrement prendre un peu de temps parfois, perdre du temps.
Et je vais bugger aussi. Je vais faire des donc voilà. Je te rassure, tout le monde est passé par là. Ok, d'accord. C'est le lot quotidien de tous ceux qui font ce jeu, sauf certains qui m'ont épaté vraiment, qui j'avais plus de questions à la fin. Okay. Mais ils sont que deux. D'accord. Ils sont que deux pour te dire, donc c'est vraiment très très rare. Est-ce que je peux t'inviter juste à mettre le casque comme ça, je mets le chrono et tu l'entends en même temps. Je lance le chronomètre. Où est-il ? Il est là. On va s'arrêter à la deuxième question. Surtout que la première question, elle demande réflexion, tu vas voir. Maurice, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Julia Roberts ? Notting Hill. Oh putain, ça y est, c'est parti. Amour prix M, Mange prix M et celui avec Richard Gere, Pretty Woman. Allez, un humoriste français. Farid Chamek. Un dessin animé Disney. Bernard et Bianca. Une chaîne de télé. TMC. Un joueur actuel du PSG. Mbappé. Un film avec Jean-Paul Rouve. Les Tuches. Un film sans Jean-Paul Rouve. Les Tâches. Un chanteur britannique. Elton John. Une série Netflix. Sex Education. Un film Marvel. Non, je sais pas. Non. Une station de radio. RFM, je sais pas pourquoi. Un compte Instagram. Petite luxure. Ouais, c'est terminé. Tu t'en sors pas mal, hein ? Ouais. Il n'y a pas eu trop de de bégaiement. Okay. Non, c'est court, 1 minute. Ça passe vite, hein, oui. Tu vois. Tu peux me parler un peu du film sans Jean-Paul Rouve ? Là, du coup, je l'ai. Tu m'as cité. Les Tâches. Les Tâches. Je connaissais pas celui-ci. Moi non plus. Il est sorti. Je sais pas s'il est sorti. Il a dû sortir très peu de temps, l'affiche. Il a dû sortir. Oui, voilà. Oui, dans le flux de sortie, on a dû passer à côté. Oui. C'est sûr. Non, écoute, combien t'as fait ? On va compter rapidement juste pour le. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai perdu 9. beaucoup de temps sur Pretty Woman. Ouais. C'est celle-là qui fait bugger d'entrée de jeu. Ouais. Si je devais faire un débrief, je dirais dans l'ensemble, je me suis bien senti. C'est simplement au démarrage, j'ai senti que petit diesel. Ouais, j'étais pas dedans. T'étais pas dedans, mais t'as fait quand même 11 bonnes réponses. Ok. Ce qui est vachement bien. Merci. Tiens, si ça y est, t'es dans la liste haute des gens qui ont répondu, donc. D'accord. C'est très très bien. Comme quoi, l'âge, finalement. Ça n'a rien à voir. C'est dans la tête, Maurice. En plus, j'ai bien, tu m'as cité une chaîne de télé, pas du tout la première qu'on penserait. Pas dans les 6 premières. TMC. Ouais, t'es parti à chercher. Il m'a sorti TF1 série film limite. Mais pas du tout. Et j'ai sorti RFM en radio. RFM en radio. RFM, il y a peu de gens qui sortent RFM. Hein, mais bon. Mais c'est pour ça que t'es là, Maurice. C'est pour ce genre de réponse. Après la télé, vient le cinéma. Ok. En 2004, tu réalises ton premier film Casablanca Driver que j'ai kiffé. Merci. Je tiens à te le signaler. C'est cool. C'était vraiment. C'est un très bon souvenir. Il y a peu de gens qui l'ont vu ce film. Mais je sais pas, est-ce qu'il est présent quelque part, tu sais ou pas, sur une plateforme ou pas ? Je sais pas si on peut le retrouver. Pas sur un truc de Canal, parce que c'était Studio Canal qui l'avait diffusé. Peut-être sur MyCanal. Peut-être sur MyCanal, on peut le retrouver. Ouais, en tout cas, j'invite les gens à regarder ce film qui est particulier, qui est un faux documentaire. Qui est un faux sur documentaire. le plus mauvais boxeur de tous les temps. Exactement, mais je pense qu'aujourd'hui s'il sort, il tient pas mal la route. Ah ouais, parce que les gens l'apprécient, parce que je pense que le genre peut-être que... Est-ce que tu as une explication pourquoi les gens n'ont pas tant vu que ça à l'époque ? Oui, parce que en fait, quand le film sort, Dieudonné avait fait quelques sorties de route. Oui, parce qu'on rappelle qu'il est dans le film. Voilà, il est dans le film, et donc ça avait grillé un peu tous les médias. C'était ça. Donc j'avais pas pu faire de promo, et le film est resté une semaine à l'affiche. Et puis en plus, un faux doc sorti en salle, c'était très très rare à l'époque, et ça l'est toujours encore aujourd'hui. Donc c'était très difficile à vendre pour le distributeur. Et malgré, il y avait une grosse distrib qui était dedans. Et non, le film c'était une semaine à l'affiche. Mais je suis très fier de ce film. J'adore. Mais tu peux, je pense que tu peux. Et même en plus, Dieudonné d'ailleurs est très marrant dans le film aussi. Il joue très bien Don son rôle. King à la française. Ouais. Carrément. Et ouais, je pense que ce film aujourd'hui, s'il sort, au-delà des acteurs, indépendamment de ça, c'est un genre qu'on a peut-être plus l'habitude de voir aujourd'hui. Tu sais, ce truc de The Office, la série The Office de faux doc, comme ça parle aux gens maintenant.
il y a le film dont tu as parlé, qui a reçu pas mal de critiques idem à la sortie, pour X raisons d'ailleurs qui sont pas toujours... parce que je pense qu'il y a plein de gens qui comprenaient pas l'esprit, que en fait l'esprit Robin, il y avait ceux qui nous suivaient qui comprenaient, et puis il y a ceux qui comprenaient pas du tout l'esprit Robin. Et donc nous on sort un film très grand public avec Chabat qui sortait de Astérix, donc il y avait une grosse attente sur le prochain Chabat, et nous on sort avec un film très très clivant, on va dire. Et là il y a un gros malentendu entre ceux qui comprennent et qui aiment bien, et puis ceux qui comprennent pas, ceux qui détestent, ceux qui rejettent. Et donc, on se retrouve, en tout cas, bien aspergé de merde par la presse. Ouais. Comment tu vis, toi, à ce moment-là ? Mal, super mal, parce qu'en fait, nous, on n'a jamais voulu faire un truc... c'était une connerie, ce film. C'était vraiment une connerie entre potes, alors, qui était bien, qui avait des moyens, et qui avait nécessité du travail. Mais ça restait une connerie entre nous. Pour nous, il n'y avait aucune prétention de changer le monde. Et on se retrouve, mais avec la une du Parisien, avec des articles hyper mais orduriers contre nous, comme si on avait commis vraiment le mal, alors qu'on avait juste commis une connerie entre potes. Et nous, dans notre orgueil de Robin, on se dit, vous verrez que dans 15 ans, le film sera culte, mais on n'y croyait pas du tout. et puis finalement, le temps a fait son œuvre, et aujourd'hui, le film est plutôt bien reconnu. Donc, ça nous fait plaisir, parce qu'on a vécu un peu une injustice à ce moment-là, vraiment, qui était orchestrée vraiment par certains médias pour descendre Chabat, qui sortait du plus gros succès de tous les temps. Donc nous, on a fait un peu office de punching ball, et puis c'est comme ça, mais on l'a pas bien vécu du tout. Non. Et en fait, j'ai l'impression que ça, et pour faire le parallèle avec Casablanca Driver, c'est des films qui, j'ai l'impression, étaient en avance. Alors, c'est facile de dire ça maintenant avec le temps, mais qui étaient en avance sur leur époque, parce qu'un film comme c'est un film, comme tu le dis, absurde, enfin, dans un univers, un peu comme aujourd'hui ce que Quentin Dupieux peut proposer, où c'est des films vraiment dans son univers, et ça fonctionne parce qu'on adhère ou on n'adhère pas, mais il n'y a pas cet acharnement qu'il peut y avoir, comme qu'il y a pu y avoir pour vous, quoi, à l'époque. Ouais, c'est vrai. Mais alors, moi, j'ai toujours un peu de mal à dire, est-ce qu'un film est arrivé trop tôt? Est-ce que je ne sais pas, ou est-ce que il se trouve que, alors je vais être un tout petit peu prétentieux, mais tu me diras si c'est prétentieux d'ailleurs. Dis-moi. Mais je crois que toute la génération des Robin, des Eric et Ramsey, des Jamel, de Omar et Fred, etc. a préparé ce qui arrivait derrière à une certaine forme d'humour. Et ce qui fait que par la suite, aujourd'hui, ce qui nous paraît très logique, en se disant quand on voit on se dit ça passe. Mais en fait, c'était parce que j'ai l'impression que on faisait partie d'un bouillon qui a nourri les générations passées, et qui fait que cet humour-là était accepté parce que on avait préparé des tambouilles 15 ans avant. Et de la même façon que nous, on a été nourris aux nuls, aux inconnus, aux splendides, etc. Donc en fait, c'est ça en fait qui fait que on se dit tiens ça c'était peut-être un peu trop tôt, et qu'aujourd'hui c'est arrivé à maturité. Donc voilà, c'est un peu confus ce que je dis. Non mais je suis complètement d'accord. Je ressens quoi. Alors ce n'est pas prétentieux pour répondre à ta question. Mais non mais je suis d'accord, parce qu'au final c'est valable, c'est vérifiable dans plein de domaines. Tu parles de Jamel, mais dans l'humour pareil, il y en a plein qui des stand-uppers, des humoristes d'aujourd'hui qui vont dire Jamel nous a ouvert une porte, il nous a permis de faire ça, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut faire ça. Au final ça rejoint ce que tu dis, c'est effectivement toute une génération qui a désacralisé, qui a ouvert une porte sur ce truc-là, qui fait qu'aujourd'hui ça choque moins. Et puis en fait, je suis assez d'accord avec toi dans le fait, en vrai, je te dis ça au final, tu m'as convaincu, mais ça sort jamais trop tôt, parce qu'en fait, il aurait peut-être sorti le film cette année, enfin là récemment, il aurait peut-être pas du tout marché, parce qu'il y en a eu plein avant. Donc en fait, il peut y avoir plein de raisons qui font et puis des films comme Heureux, c'est des films qui en fait les gens, il y a zéro obligation de les voir. C'est simplement, j'ai remarqué que c'était un film où les gars adoraient le voir quand ils sont stone, et ça me fait rire. Il y a plein de gars qui m'ont dit putain, qu'est-ce qu'il est drôle quand on est stone, et donc du coup voilà, c'est une sorte d'appropriation naturelle d'un truc où personne décide à quel moment on va le regarder entre nous, et puis ça crée des liens, et ça, alors là pour le coup c'est une vraie fierté, parce que on n'a rien fait pour, on a juste fait un film à un moment, et puis après on s'est barré, on s'est séparés, et puis on s'est dit bon, on verra bien, et puis après le temps a fait son œuvre, et donc ça c'est une bonne surprise. C'est le top en final quand on fait quelque chose sans calcul.
ouais, c'est cool. Et que le temps nous donne raison, entre guillemets, Exactement, même si c'était pas le but forcément. Mais aujourd'hui, on nous contacte, il y a des journaux qui vraiment nous vomissaient dessus, nous contactent en nous disant ça va être les 20 ans de la sortie d'Heureux, c'est est-ce marrant, que ça vous dirait qu'on fasse un truc? Et nous, on est là, narquois, en se disant mais oui, il n'y a pas de problème. Oui, vous vous rappelez pas, c'était peut-être pas à vous à ce moment-là, mais c'était quand même le même nom. Il y a eu Film Papa aussi. Ouais. Qui a été qui est aujourd'hui encore j'ai l'impression qu'il y a un vrai succès d'estime avec ce film. Les gens ont été touchés par ce film. Je sais pas si tu le ressens toi aussi. Ouais, il y a des gars qui m'en parlent. Ouais, c'est marrant parce que j'en parlais avec Baptiste Le Caplin qui m'avait dit que lui c'était un film important avec son père. Et oui, ça me touche aussi parce que ça j'y peux rien. C'est le deuxième film que je réalise et je raconte l'histoire de ce père et de ce fils qui traversent la France comme ça en bagnole. C'est un road movie et puis ils ont une histoire en commun qu'on comprend pas trop au départ, et puis petit à petit on va comprendre ce qui leur est arrivé. Et je racontais à la fois j'étais pas encore père à l'époque, mais le père que j'aimerais être et puis le père un peu idéal que j'aurais voulu avoir, quoi. C'est un mélange des deux. Et donc je parle beaucoup de ma paternité et il se trouve que quand le film sort, je deviens père et j'ai essayé de devenir le père du film Papa par la suite avec ma fille, quoi. C'est-à-dire un père à la fois qui cadre et en même temps qui lui offre pas mal de liberté, quoi. Tu le racontes d'ailleurs tout ça dans ton livre Fort comme une hypersensible, je le précise. Tu fais pas partie plutôt de ces acteurs qu'on a vus beaucoup au cinéma. Je trouve après cette exposition, je parle. Ouais, tu vois, après, ok. Je vais pas comparer à Jean-Paul Rouve qu'on a vu beaucoup, mais je trouve que on t'a vu à une période, à un moment donné, et puis je sais pas, c'est peut-être 10 dernières années, 5-10 dernières années, un peu moins, tu vois ce que je veux dire. J'ai réalisé des films, j'ai fait beaucoup de pubs. Je parle en tant qu'acteur, en tant qu'acteur, Et puis surtout que moi, je suis plutôt quelqu'un qui me sent plus à l'aise derrière la caméra que devant. J'ai beaucoup donné devant à l'époque des Robins, puis après, quand j'ai fait quelques rôles au Cinoche. Mais vraiment, ce que j'aime, moi, c'est diriger, c'est de raconter des histoires, c'est de monter des films, c'est d'initier des projets. Je joue de temps en temps si on me le demande et si on vient frapper à ma porte en me disant tiens ça te dirait, mais je cherche pas à jouer parce que c'est comme si j'avais eu ma dose à une époque et qu'aujourd'hui je prends beaucoup de plaisir à faire d'autres trucs et pas forcément jouer, donc c'est pour ça qu'on me voit peu. Maintenant, je te dis, il y a quelqu'un qui frappe à ma porte avec une super idée de série, je lui dirais peut-être oui. Donc c'est simplement une période de ma vie comme ça. C'était ma question, c'est parce qu'il y a cette envie de plus de réalisation, de raconter plus que d'incarner. Puis tu sais, je sais pas si t'as remarqué, mais dans ta vie, t'as des étapes comme ça où pendant 10 ans tu fais un truc et puis après 10 ans plus tard tu fais autre chose. Moi, ça c'est un peu cousu comme ça et aujourd'hui, là franchement. Tout ce qui peut me faire marrer, j'ouvre la porte, quoi. C'est tellement compliqué en ce moment de se marrer que... C'est vrai, faut pas renoncer à ça. Tu parles de réalisation, j'ai entendu parler d'un film en préparation avec Isabelle Nanty que j'aime. Isabelle Nanty, je ne la connais absolument pas, mais elle dégage un truc. Elle est comme tu l'imagines. Et voilà. Tu me confonds, j'ai envie de la connaître, que ça soit une personne dans mon entourage. Et j'ai entendu parler d'un film avec Isabelle Nanty qui serait en réalisation, peut-être en préparation. Qui est en recherche d'acteur principal, parce que j'ai Isabelle, mais je cherche le monsieur qui va jouer le mari d'Isabelle. D'accord. C'est l'histoire d'un agriculteur qui est proche de la retraite, qui est assez raciste et qui un soir surprend sa fille dans la grange avec le commis qui est arabe, et le mec il pète un câble. C'est pas jouable pour lui, et donc il s'engueule très fortement avec sa fille et le lendemain il fait un AVC. Et quand il se réveille 3 jours plus tard, il parle plus qu'arabe. Donc c'est une comédie dramatique parce que c'est à la fois effectivement et le mec il est pris à son propre piège et il va voir ce que c'est que d'être un étranger au sein de sa propre famille, de son propre village, et il va vraiment ressentir ce que c'est que le rejet et le racisme. Mais hélas, c'est un sujet qui arrive à un moment de crispation internationale qui fait que je dirais que les acteurs ont un peu peur de jouer ce tu le ressens à mort. C'est vrai. Et mais totalement, parce que tu sens qu'il y a une crispation dès que tu dis ça, quoi, alors que tu as envie de dire non, au contraire, on a besoin de se marrer, on a besoin de lutter contre le racisme, quel qu'il soit, et donc allons-y. Non, ça fait peur. Donc c'est pas facile. C'est dommage.
Ouais, Parce mais que je vais trouver une solution. Ah oui, tu vas trouver, je te fais confiance. Je te fais confiance, mais. Que l'acteur, il va être en intelligence artificielle, un truc comme ça, tu vois. ChatGPT va s'appeler au générique à la fin. Non, mais je trouve ça dommage quand même, parce que j'ai l'impression que le propre de ce métier, c'est aussi ça, c'est aussi d'incarner, et parfois, pas tout le temps, mais parfois aussi passer des messages ou dénoncer quelque chose, comme peut l'être l'art en général, peu importe quel qu'il soit. Et, mais en même temps, tu sais, on est dans un milieu où si les gens étaient courageux, ça se saurait, tu vois. Donc, voilà, les gens veulent pas prendre de risques en se disant waouh, au moment de la sortie, qu'est-ce qu'on va me dire, est-ce que je me suis réapproprié une culture, etc. Oui, je comprends. Tu vois, ce genre de choses, voilà. Et en fait, il s'agit pas de ça, il s'agit juste d'un syndrome qui existe, qui s'appelle le syndrome du langage étranger. Il y a des gens qui se réveillent après un trauma ou un AVC et qui parlent une autre langue. On ne sait pas trop d'où ça vient. Est-ce que ça vient de leur enfance, ils ont appris une langue, ou est-ce que c'est le cerveau qui emmagasine des informations? On ne sait pas trop. Donc voilà, je suis pas parti sur un truc complètement fou, mais au résultat, ça existe. Et donc, c'est regrettable, mais je ne désespère pas, je vais trouver la solution. C'était ça le point de départ, c'est que tu as entendu parler de ce syndrome-là, ou comment Oui, parce que j'avais pas mal lu des bouquins d'un neuropsychiatre qui s'appelle Oliver Sacks, et j'étais assez passionné par tous les dysfonctionnements du cerveau, des gens qui voient que la moitié de ce qu'ils ont dans une assiette, parce que tout d'un coup le cerveau ne capte pas l'entièreté de ce qu'ils voient, les gens qui oublient instantanément ce qu'ils ont vécu. Il y avait cet homme incroyable qui, à chaque fois qu'il voyait sa femme, il avait l'impression qu'il la retrouvait 20 ans plus tard. Donc t'imagines la situation complètement absurde et burlesque, et en même temps dramatique, quoi. Parce que la meuf, elle n'en pouvait plus, quoi. Il lui faisait la scène du 3 toutes les 20 minutes, quoi. Donc du coup, elle craquait. Mais moi, ça m'a toujours intéressé, ce mélange vraiment de quand la réalité devient absurde, quoi, tu vois. Et ouais, j'avais retenu cette idée-là de ce syndrome qui existait. Et puis un jour, je fais dans une association, et puis j'ai cette idée-là. Et c'est un film que j'ai écrit il y a longtemps. D'accord. Et que j'essaye de monter, je n'y parviens pas. C'est vrai. Toujours pour la même raison ? Non, pour des raisons différentes. Pour d'autres raisons, la première fois, avant le Covid, je m'étais embarqué avec une prod qui était compliquée. Et puis là, j'ai la bonne prod, mais j'ai pas encore l'acteur. T'as pas l'acteur. Donc, s'il y a un acteur connu de plus de 60 ans qui est un peu les couilles, qu'il n'hésite pas à me contacter. Écoute, le message est passé. Ils se reconnaîtront. Est-ce qu'il y a un rôle que t'aimerais interpréter, que t'as pas interprété encore? Non, moi j'ai très peu interprété de rôle, parce que j'ai assez peu joué finalement. Mais j'aimerais bien jouer quelqu'un de pas drôle, un tueur, un serial killer. Un truc plus sérieux, plus dur. Un truc un peu chelou à jouer. Ça me plairait pas mal. J'aimerais bien, je sais pas, tout ce que je n'ai pas fait, j'aimerais bien finalement. Un peu un truc contre-courant de ce que tu peux être dans la vie même. Figure-toi que dans la vie, je suis pas que rigolo. Je peux être aussi un peu austère. Tu peux tuer des gens, t'es en train de me dire, Maurice? Alors, j'en ai je tué. Ça, heureusement, je me suis pas fait gauler, donc j'ai eu pas mal de bol. De chance. Je sais où ils sont enterrés, en revanche. Tu vois. Donc il y a moyen de. Ouais, d'accord. Ok. Très bien, je vois où tu veux en venir. Plus sérieusement, si je sais pas, il y a. Voilà, moi, tout est excitant à partir du moment où tu ne l'as pas déjà fait, quoi. Donc, c'est pas simplement jouer des rôles dramatiques, ça peut être aussi, je sais pas, moi, mais vraiment, tout est possible. Mais il faut juste que ça soit un peu, que ça soit un tout petit peu tenu, et qu'il y a un truc. Une plus-value. Parce que c'est-à-dire que si on me propose de faire un truc qui est un peu trop commercial, je vais pas y aller, moi. Parce que comme je ne suis pas spectateur de ça, je vais me dire, non, c'est pas pour moi, quoi. Donc, il faut que ça corresponde un peu à mon esprit, un peu quand même aussi. T'es spectateur de quoi, toi, justement? Je suis spectateur de beaucoup de choses, aussi bien de sport, de documentaires, c'est ça qui est génial dans les plateformes, c'est que maintenant tu as accès à mais vraiment un catalogue de ouf, quoi. Donc je regarde beaucoup de choses très différentes. Et on parlait des séries, et ça j'en bouffe mais des kilomètres, voire même ça me prend
beaucoup de temps. Ouais. Mais je suis très addict à ça, ouais. Donc, Ok. ouais. Et il y a un acteur, une actrice, un réalisateur, réalisatrice avec qui t'aimerais bosser? En France ou Le deux. aux États-Unis? Le deux, tant qu'à faire. Amérique Les Amériques. C'est les Amériques. Je sais pas, en France. Bah ouais, par exemple, moi j'aime beaucoup les garçons Nakache et Toledano. Je trouve Ouais. que c'est chouette ce qu'ils font. Et puis je les connais hein, parce qu'on se côtoie. Mais ouais, ça me plairait bien de travailler avec eux un jour. Je sais pas. Ouais, Clapiche, j'aimerais bien aussi. J'aime bien son univers. J'aime bien. C'est vrai que c'est des gens qui ont leur univers, qui, Ouais. quand tu regardes leur film, tu sais que c'est. C'est ça, Salvadori, j'adorais. Il y a des gens comme ça que je trouve qui. Enfin, Quentin Dupieux, évidemment. Ouais. Ouais, parce que c'est des univers qu'on a en commun, mais même des univers qui sont pas le mien. Bien sûr, je sais ouais, pas, Jacques Audiard. Ouais, évidemment. Mais une fois de plus, c'est pas ce qui me motive quand je me lève le matin. Je me dis juste, non, essaye de faire tes projets, tes envies, mais j'attends pas qu'on m'appelle. Oui, ce qui doit arriver arrivera, de toute façon. Ouais. Qui pour jouer Maurice Barthélemy dans un biopic? Quid? Je pense que Tom Cruise serait la bonne personne. Je pense On n'a jamais pensé à Tom Cruise pour jouer mon rôle. Et c'est mais, dommage. Mais c'est dommage. Parce que moi, je vois pas d'autres personnes que lui, Moi non personnellement. plus, déjà. perso, je pense qu'on a exactement la même taille. Il est un peu plus vieux que moi. Voilà. Oui. Mais sinon, Tu fais tes cascades toi-même? je fais mes cascades moi-même. Voilà. Je ne suis pas scientologue, ça c'est important de le dire. Faut le préciser. Et, mais non, qui pourrait jouer mon rôle que je connais? Non, je pense qu'il faudrait trouver un acteur chauve à lunettes et qui a une barbe un peu grisonnante. C'est pas Il y a Jason Statham, mais il a pas les lunettes. Mais bon, pour un rôle, on peut lui mettre. Il serait super, ouais. Ça peut être pas mal. Ouais. C'est pas J'ai dû parler français, il maîtrise pas encore. Il maîtrise pas Très bien, non. Ouais, mais ça, deux, trois petits cours là, Ouais, c'est rien, c'est sur rien. Internet, ça va. Détail. Ça va se trouver. Et puis de toute façon, avec ChatGPT, aujourd'hui, tu peux doubler tout le monde. Hein, donc, Il n'y a même pas besoin, tu vois, il peut le faire dans sa langue maternelle, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu veux que je te resserve un peu d'eau, Maurice? Non, tout va bien. Ok. Merci. Tu vas encore beaucoup au cinéma, toi? Oui, pas mal. Ouais. Ouais. Je suis allé voir récemment le film de Nakache et Toledano. J'ai vu quoi Putain, bah, tu vois, dès qu'on me pose la question, je sais plus. Mais oui, j'essaie d'y aller à 2 fois par semaine. Ouais. C'est bien déjà. Parce que quand je pose cette question aux gens, c'est de plus en plus rare. J'ai l'impression que les gens. Je le constate Tu moi-même. Déjà, moi, je vais moins au cinéma qu'avant. Ouais. Et je constate que dans mon entourage, les gens y vont moins. Ce qui est bizarre, c'est que les chiffres sont plutôt bons. C'est vrai. Donc, je dirais que tant mieux. Mais c'est comme si le public avait changé. C'est-à-dire que ça s'est plus démocratisé. Les gens vont voir beaucoup de films un peu spectaculaires, donc en masse. Mais en revanche, les gens qui allaient au cinéma un peu en dilettante, comme ça, de temps en temps, il y a moins. Parce que ça coûte cher. Et que aussi, je pense que la proposition des plateformes fait que t'es un peu nourri déjà pas mal, quoi. Ouais, il y a un mode de changement de consommation qui se l'est fait, puis le Covid. Ouais. Forcément. Et il y a un truc que j'ai remarqué, qui s'est démocratisé, c'est les gens qui vont au cinéma seuls. Ça, je sais pas. Moi, je le fais toujours. Toi, tu le fais, voilà. Moi, je l'ai toujours fait, j'aime bien, tu vois. Ouais. Mais avant, j'ai l'impression que c'était un peu une honte, tabou, entre guillemets, de se dire, non, je vais pas tout seul et tout. Et maintenant, les gens, au contraire, c'est devenu un kiff. Bah, c'est super. Je l'ai pas constaté. Je l'ai vu autour de moi, c'est pour ça que c'est cool. Ouais. Écoute, moi, j'adore aller au cinéma seul. Déjà, comme ça m'évite de devoir partager pendant le film avec la personne qui est à côté de moi, pour moi, c'est compliqué. Et puis moi, j'y vais aussi à un horaire un peu bâtard, vers 12h30. Ah oui. Entre là, tu veux vraiment y aller tout seul, Maurice. 14h30. Et là, je sais que je rate pas grand-chose dans une journée parce que les gens sont en train de bouffer. C'est vrai. Et moi, ça me fout pas la journée en l'air et ça me permet de voir des films. Donc, je conseille chaudement à ceux qui nous écoutent d'aller au cinéma à 12h30. C'est vrai. Pour ceux qui ne bossent pas. Moi, t'es tranquille. J'imagine que t'es tranquille. Ça ne doit pas y avoir. Ça, on est pionniers. C'est pas mal. C'est quoi ton film culte? Tes films cultes? Ce qui me vient à l'esprit, c'est les Blues Brothers, par exemple. C'est un film qui, pour moi, est totalement incontournable. Je pourrais te citer Un jour sans fin, que j'adore. Les Monty Python, La vie de Brian. Ça, c'est plutôt des vieux films. Dans les films récents...
Ça va me venir. Ça va te venir. Ouais. En ton nom, est-ce que tu te souviens, du coup, pour rester dans le thème, je te pose la question pour la musique, de ta première claque cinéma? Tu te souviens ou pas? Oui, c'était un film avec John Wayne. Et c'est la première fois que mon père installait la télé à la maison. Ah. Et c'était une télé couleur qui était énorme, une télé Funken phénoménale. Ok. Et il l'ouvre et je tombe sur Alamo de John Wayne. Et avec John Wayne, et là je me dis putain, je suis le roi du monde, le cinéma est rentré chez moi, et j'étais comme un fou quoi. Et le film est pas génial, hein, quand on le revoit aujourd'hui, c'est vraiment un western un peu raciste, un peu pas terrible, hein. Ouais. Mais c'était pour moi, ça y est quoi. La découverte, c'était génial. C'était un truc. On parlait un peu des réseaux tout à l'heure. Toi, c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux? Je suis assez à l'aise. Ouais. Alors, il y en a que je n'utilise pas du tout, Facebook, X, par exemple, et puis d'autres que j'utilise énormément, comme Instagram. J'ai un compte Instagram assez bien foutu, et je m'amuse beaucoup à l'alimenter parce que ça correspond à mon esprit. C'est-à-dire que je poste des petits sketchs à la con, des infos sur ce que je fais, des petites réactions, des pensées. C'est quelque chose qui me plaît, moi, Instagram, et je suis voire même assez addict parce que je réponds aussi beaucoup aux messages. Et quand j'ai écrit Fort comme un hypersensible, à la fin du bouquin, j'ai dit si tu as besoin, contacte-moi sur Insta, et les gens le font. Et donc je réponds régulièrement aux gens qui me posent des questions sur le bouquin ou qui me parlent de leur histoire perso. Donc je dirais que c'est un excellent moyen c'est hyper complémentaire avec le travail que je fais. C'est à la fois de l'autopromo, de la créativité au quotidien, un moyen de prendre la température des gens. C'est utile pour moi. Ça t'a permis de découvrir des gens? Des talents, des jeux, des personnalités, tout simplement. Ah ouais, complètement. Ouais. Il y a des gens que je suis totalement, régulièrement, parce que j'aime bien ce qu'ils font, un peu dans tous les domaines. Et ça me plaît. Et tu sais, je me faisais cette réflexion aussi. Toutes ces bandes que vous avez été avec les Robins des Bois, ou avant les Inconnus, les Nuls, un peu toute cette époque-là, c'est des gens qui, mine de rien, aujourd'hui sont toujours en profession, font toujours des choses, chacun un peu dans leur domaine, à plus ou moins à un niveau différent, mais bref, sont toujours dans le paysage aujourd'hui en 2023. Et malgré le fait qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux. On le disait tout à l'heure, avec les réseaux maintenant, on explose vite, rapidement. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir la notoriété et surtout la longévité que vous avez aujourd'hui si on explose? Alors, avec tout le talent qu'on peut avoir sur les réseaux, tu penses que c'est encore faisable d'avoir une carrière comme ça? Oui, je pense que c'est faisable à partir du moment où tu l'as fait évoluer. C'est-à-dire que si tu restes sur ton média de base en essayant, malgré l'âge, de tout temps, et garder... là, il y a un risque. En revanche, si tout d'un coup, tu bifurques vers, je sais pas moi, le cinéma, ou tu bifurques vers la littérature ou la peinture, etc., et tu continues sous une autre forme à développer ce que tu faisais déjà, moi, j'y crois vachement. Okay. Mais c'est vrai que si j'avais un conseil à donner, ça serait de dire mais il faut se renouveler tout le temps, et ne pas se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que les gens vont continuer à m'aimer. En fait, non, la question elle n'est pas là, c'est qu'est-ce qui va continuer toi à te faire triper, et ce qui fait que tu vas communiquer ce bonheur que tu as de créer aux autres. Voilà. Ok, c'est un très bon conseil. Je sais pas. Un très bon conseil. Je le prends comme un bon conseil. Je vais pas te demander à quand le nouveau projet des Robins des Bois. En plus, je t'entends il y a pas longtemps où tu disais qu'il y a des avis divergents. Non, je pense pas qu'il y aura un projet. On va essayer, je dis bien, on va essayer de faire un truc pour les 20 ans de la sortie de Re. Okay. Et pas un spectacle, mais on aimerait bien faire une grosse projection festive où on demande aux gens de s'habiller en homme préhistorique, et faire un truc un peu un peu rigolo quoi. Moi je vous verrais bien faire les Robins des Bois à Réunion, tu sais.
Tu sais, ce truc de. Je sais pas si t'avais vu à l'époque, d'ailleurs, paix à son âme, Mathieu Perry, le Friends Réunion. Ouais, tu vois, ce truc un peu de. Ouais. Pas forcément faire un film, une série, machin, mais tu sais, se retrouver, faire une espèce de un show où se retrouver. Alors, oui, pourquoi pas. Je pense qu'il faudrait tous qu'on se fasse un lifting parce que ça pourrait être un raccord avec avant. Les Friends Réunion. Et, oui, pour être raccord avec. Oui, tout se refait, quoi. C'était un peu chelou. Mais non, pourquoi pas. On nous a souvent posé la question qu'est-ce qu'on aimerait faire. Nous, ce qu'on veut pas faire, c'est ce qu'on faisait avant. En fait, c'est vraiment le problème. C'est-à-dire que l'humour a évolué. Ça serait assez pathétique de nous voir rejouer des vieux sketchs. Donc ça, c'est non. Et en même temps, les gens attendent un peu qu'on fasse du truc qu'on faisait avant. Oui, forcément. Donc c'est tout la complexité du truc. Qu'on se retrouve sur une émission et qu'on déconne, et pourquoi pas. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le bon format. Moi, je suis assez ouvert. Je sais que Marina, elle veut pas en entendre parler. C'est vrai. Et d'un projet ou même d'une réunion basique, enfin autour d'un show. Je crois même qu'un truc, si on propose un format d'émission où on fait un peu du revival. Marina Foy n'ira pas. C'est vrai, elle est pas pour. Non, elle estime qu'il faut laisser le passé au passé. Oui. C'est ça, et c'est un avis qui se tient. Je suis pas en train de dire que c'est absurde. Moi, je suis très partagé. En fait, parfois, je me dis, elle a raison. Et parfois, je me dis, Pef a raison, parce que Pef est celui qui nous pousse le plus à essayer de refaire un truc ensemble. Et je dirais que je navigue régulièrement entre les deux avis en me disant, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est on sait quand même que les groupes de comiques qui se reforment bien plus tard ont pris généralement un gros coup de vieux. Ouais. Et donc, il faut prendre cette donnée en compte. Moi, je suis d'accord. Je suis contre les projets. Moi, de manière générale, je n'aime pas les suites. 20 ans après. Non. Parce que on va l'attendre. On aura des attentes. Bien sûr. Surtout sur des choses qui ont marqué. C'est impossible de faire mieux. Au pire, on fait pareil, mais il y aura toujours des déceptions parce qu'il y aura la comparaison. Les gens ont vieilli. Il y a X raisons qui font que des fois, c'est bien de laisser ce qui a été culte au rayon de culte, comme Jamel qui disait Eric Ramsey, on leur parle de H. Quand est-ce que vous refaites H? Ouais, mais non, parce que ça sera plus pareil et tout. Mais par contre, une réunion pour, comme tu le disais, autour d'une émission où tous les acteurs se retrouvent, parlent de tout, ça peut être cool, ça peut être surmarrant, tu vois. Ou ça peut être un jeu, comme l'a fait Chabat sur le burger, ou ça peut être. Il y a plein de façons de retrouver ce type d'humour, mais pas sous la forme qu'on connaissait à l'époque. Donc peut-être qu'il faut, je sais pas, encore réfléchir ou soumettre la question aux gens qui nous écoutent. Aux gens, oui. En plus, ceux qui te demandent ça sont souvent ceux qui vont dire c'était pas ouf en fait. Hein. Tu sais, genre, c'est clair. Oui, du coup, c'est clair. Surtout que nous, on n'est pas du tout préparés à se faire assassiner. Comme tu vois, les gens se font assassiner aujourd'hui sur les réseaux. C'est clair. Donc pourquoi est-ce qu'on irait chercher autant à l'époque de on s'est pris un coup de bambou, mais là c'est un coup de baobab qu'on va se prendre. Là, donc non, on voit pas l'intérêt. Je suis d'accord. Rester tranquille. Je suis d'accord. Parlons un peu de littérature. Tout à fait. Maurice. Il y a 2 ans, tu as sorti Fort comme un hypersensible. Oui. Tu parlais de ton hypersensibilité. Quel bilan tu tires de ce livre après 2 ans? Comment tu ressens tout ça? C'était une sacrée surprise parce qu'en fait, moi, quand c'était pendant le Covid, on commence à l'écrire. Franchement, je me dis, allez, si j'en vends 500, c'est le bout du monde, c'est cool, j'en aurais parlé, j'aurais dit que j'étais hypersensible, et puis en fait, le bouquin, il s'est super vendu, ça s'est vendu à 60 000 exemplaires, et c'était, encore aujourd'hui, il se vend, et en fait, c'est super sympa, parce que c'est parti d'un truc où vraiment, j'y croyais pas du tout. Et puis, voilà, ça a suscité un intérêt. Les gens ont découvert que l'hypersensibilité, c'était pas que de l'hyperémotivité, que les hommes comme les femmes pouvaient être hypersensibles, qu'il y a toutes sortes d'hypersensibilité. Après, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, que ça a pu saouler certaines personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle un peu moins. Mais je ne regrette rien parce que ça m'a énormément nourri. Ça m'a permis de toucher un domaine que je connaissais pas, qui était celui des bouquins. Et finalement, vraiment, je suis content de l'avoir fait. Très, très content. Ouais, parce que mine de rien, ça reste un sujet d'actualité dans tous les cas. Encore. C'est vrai que, comme tu dis, on en a beaucoup parlé, mais il y a peut-être des gens qui passent encore à travers, qui ne sont pas
forcément renseigné sur ce sujet. Non. Et je trouve que ton livre, il est super bien fait parce qu'en fait, c'est un témoignage, tout simplement. Ouais. C'est ta vie, c'est ton hyperactivité. Ouais. Elles sont pas toutes similaires. C'est ton ressenti. Ouais. Et moi, j'ai pas lu ton livre, mais je l'ai écouté. Ah bah oui, avec ta je l'ai voix. fait sur Audible. Ouais. Exactement, avec ta voix. Et je trouve ça super bien fait. Et puis pareil, je veux pas écorcher le nom de Charlotte Vils. Voilà. Ouais, qui est la psychothérapeute qui l'a écrit avec moi. Et donc, c'est vrai que c'est un bouquin à la fois de témoignages et en même temps, il y a des petits encarts comme ça sur la spécialiste qui explique un peu plus précisément, de façon plus générale, ce que peut être l'hypersensibilité. Donc, c'est vrai que c'est un bouquin, c'est vraiment un bouquin de témoignages. Hein. C'est ça, ouais, c'est pour moi très très important de dire que je ne suis pas un spécialiste de l'hypersensibilité. En revanche, je suis un spécialiste de ma propre hypersensibilité et qu'il y en a plein de différentes. Il y a des gens qui sont très expansifs, d'autres très réservés. Il y a des gens qui ont une très bonne mémoire, d'autres pas du tout. Il y a ceux qui sont très émotifs, d'autres pas du tout. Alors, logiquement, on va se dire, mais alors finalement, tout le monde est hypersensible. Non, parce que il y a des gens qui n'ont pas ces caractéristiques-là et surtout, c'est pas parce qu'ils n'ont pas ces caractéristiques-là qu'ils sont moins bien. Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas du tout en train de dire c'est top d'être hypersensible, on est des génies, pas du tout. Je dis juste qu'il y a des gauchers, il y a des droitiers, nous on est plus des gauchers, puis voilà, c'est comme ça. C'est ça. Oui, il n'y a pas de cas particulier, il n'y a pas de règle hypersensible. C'est vivre les choses plus intensément, mais à sa manière, finalement, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu... Puis surtout, moi, si j'ai deux messages à faire passer, d'une part, il y a beaucoup d'hommes qui sont hypersensibles et il ne faut pas penser que ça soit quelque chose de féminin. Ouais. Et puis la seconde chose, c'est de se dire l'hypersensibilité, c'est évidemment de l'émotivité, mais c'est une toute petite, une infime partie de l'hypersensibilité. Pour moi, c'est de l'hyperinformation. Je suis quelqu'un qui gère beaucoup d'informations au quotidien, qui a tout le temps l'esprit qui gamberge et qui fait que j'ai l'impression d'être une sorte d'éponge où je chope toutes les informations qui passent, quoi. Donc c'est plus ça mon hypersensibilité que de l'émotivité. Est-ce que c'est un peu relou quand on parle ou pas ? Non, j'en parle avec plaisir. Non, parce que j'ai l'impression des fois, et là parce que moi je voulais vraiment parler de ton livre et pas forcément revenir là-dessus, parce que ça fait longtemps que tu es revenu là-dessus. Et j'ai l'impression que certains peuvent, enfin, j'ai l'impression, c'est pas une impression, mais j'ai pas envie que certains se disent on va recevoir Maurice Barthélémy, l'hypersensible. Tu vois ce que je veux dire, genre, et finalement t'es plus un Robin des Bois, t'es plus un réel, t'es l'hypersensible. Ouais, mais ça fait partie de toi, mais pendant un certain temps, je me suis retrouvé moi-même un peu enfermé là-dedans, à en parler énormément, mais parce qu'on me demandait, donc je répondais. Bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai pris un peu de recul, et puis surtout, je passe le relais à ceux qui veulent en parler. Très bien. Mais j'ai vu que tu vois que Gaston Bide en parlait. C'est vrai. J'ai vu que qui d'autre j'ai vu qui en parlait, où je me disais putain c'est cool, les gens en parlent. Oui. Comment il s'appelle le garçon qui jouait Robin des Bois, qui chantait Robin des Bois, le chanteur Pokora qui en a parlé. Voilà, je trouve ça super, surtout si c'est des hommes qui en parlent et qui en plus ont quelque chose de très je dirais masculin. Ouais, c'est vrai. Tant mieux, parlons-en. Parlons-en. Parlons de Léo. En août 2023, donc de cette année, cet été, tu sors ton premier roman chez Plon, L'Expérience. Tout à fait. Pour raconter brièvement l'histoire, donc c'est l'histoire de Léo qui est un peu en burn-out et qui décide de rentrer dans un cinéma, prendre la première séance qui arrive sans se préoccuper du film, de s'installer, et de là, il va vivre une expérience avec l'écran qui est en face de lui, qui va lui demander « Ça va Léo ?» Ouais, effectivement, il se retrouve face à un écran qui lui pose une question en lui disant « Est-ce que ça va Léo ?» Alors lui, il comprend pas trop, il pense que c'est une sorte de coïncidence, donc il dit rien, et puis la phrase réapparaît à nouveau, la même phrase, et puis lui il répond juste par amusement « Oui, ça va », et la phrase suivante c'est « Est-ce que tu es sûr que ça va ?» Et à partir de ce moment-là va s'instaurer un dialogue entre l'écran et lui, sur des questions fondamentales, c'est-à-dire des questions qui ne sont pas spirituelles, hein, mais qui sont vraiment... Qu'est-ce qui va pas chez toi, mec ? Et lui, petit à petit, il va rentrer dans le jeu et il va se révéler à lui-même, quoi, essayer d'exprimer les choses qui ne vont pas dans sa vie. Et ça va le faire avancer dans sa réflexion. Et quand il va ressortir 2 heures plus tard, sa vie va changer parce qu'il va prendre des décisions qui vont bouger des pions dans sa vie et qui fait que ça sera plus pareil. Donc c'est un bouquin assez court de 120, 130 pages qui se lit en 2 heures.
Parce que pourquoi est-ce qu'il est court? C'est que moi j'arrive pas à faire long, donc je suis comme ça. Premier roman, je l'écris de façon. Puis de toute façon, je trouve que il n'y a pas de format à partir du moment où tu as dit ce que tu avais à dire. Bon, voilà. Et c'est un bouquin qui à la fois est amusant à lire parce que c'est une histoire un peu atypique et en même temps qui pose des questions sur sa propre vie. C'est-à-dire, moi je me suis toujours posé des questions en me disant comment est-ce que je peux changer quelque chose dans ma vie, mais j'arrive pas à prendre le recul, quoi. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que la plupart des gens constatent qu'il y a un problème, mais ils prennent pas le recul de se dire comment est-ce que je vais le modifier, ce problème. Oui, effectivement, on est pris au quotidien par le fait de taffer, le fait de gagner sa vie pour pouvoir faire vivre les gens autour de nous, etc. Mais il y a quand même des choses qu'on peut modifier de façon simple. Et il suffit pas grand-chose pour que tout d'un coup, pouf, tout se décale un peu et que ça se modifie lentement. Donc moi c'est juste un bouquin sur tiens, qu'est-ce qu'on peut la solution n'est pas ailleurs, elle n'est pas chez un coach, elle n'est pas chez des religieux qui vont dire voilà ce que vous devez faire. Non, la solution est en vous et il suffit que vous preniez un peu de recul pour juste modifier 2-3 trucs pour que ça bouge. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé d'écrire. Je dis pas que j'y suis parvenu, mais en tout cas j'ai essayé, quoi. Non mais c'était ça le point de départ, parce qu'au final moi c'est ce que j'ai aimé, c'est que en fait tout le monde peut s'approprier ce livre au travers de ce que tu décris, de la situation de Néo. Justement, à un moment donné, il y a un chapitre sur le questionnement où il y a plusieurs questions qui lui sont posées. Et c'est des trucs qu'on peut s'appliquer à soi-même. Comme tu le disais là, au final, on peut très bien, à un moment donné, lire le truc et se dire, avoir un déclic, finalement. Exactement. Et se dire, en fait, ce qu'il raconte là, moi aussi, pourquoi j'ai pas fait ça? Et ça renvoie à des histoires personnelles. Et c'est en ça que c'est hyper intéressant, ce livre, et moi, j'ai kiffé ce livre. C'est en fait, c'est un livre tout simple, sans prétention. On est juste sur ce que j'avais ressenti au moment de Fort comme un hypersensible, c'est que en racontant sa propre histoire, on peut aider les gens. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est raconter l'histoire de ce personnage qui n'était pas tout à fait la mienne, et de voir en quoi est-ce que ça pouvait avoir une résonance sur les autres qui lisent ce bouquin en se disant tiens, si je me posais cette question-là, est-ce que ça changerait quelque chose chez moi? Bon, si on a juste ce petit réflexe, peut-être que ça vaut le coup d'essayer de le tenter, Complètement. Et c'est quoi les retours que tu as eu, les premiers retours que tu as eu de ton livre? Alors, j'ai pas eu le Goncourt hier, donc là je suis un peu déçu. C'est pas long, on m'a dit. Hein. Non, j'étais à 2 doigts. T'étais à 2 doigts. J'ai plutôt des retours positifs. Après, moi je m'intéresse pas trop, pour être franc avec toi, ni aux critiques, ni aux messages que laissent les gens. Le seul retour que j'ai, c'est sur Insta, des gens qui me laissent des petits messages parce qu'ils ont lu, qu'ils ont apprécié. Donc je dirais que c'est un peu tronqué parce que c'est des gens qui ont aimé qui me laissent des messages. Il y a assez peu de gens haineux qui me laissent des messages d'insultes. Donc je dirais que c'est plutôt bien reçu. Après, j'ai cru voir passer des critiques un peu sévères sur le truc parce que les mecs disaient que j'étais pas Alexandre Dumas. C'était pas finalement une grande surprise pour moi. Oui, puis c'est pas le but. Non, c'est pas le but. C'était pas le but, non. En plus. C'est juste de raconter une histoire. Tout simplement, et puis surtout et à partir du moment où on a envie de raconter une histoire et qu'on la raconte de façon sincère avec ses mots et avec son univers, moi perso, en tant que lecteur, ça me suffit. Évidemment, il ne faut pas que ça soit écrit avec les pieds, mais en tout cas, ça me suffit parce que il y a quelque chose de sincère. Moi, ce que j'ai essayé de faire avec ce bouquin, c'est d'être sincère. Voilà. Après, je ne suis pas en train de dire que j'aurai le prix Nobel de littérature. Non, mais on le reçoit comme ça parce que ce que tu disais tout à l'heure qu'il soit court et que pourquoi il est court. Moi, au contraire, j'aime bien parce que on est en plus dans ce truc maintenant où il y a plein de choses à consommer, tu vois, même par rapport aux films. Des fois, moi, je vois beaucoup de films qui sortent qui durent au moins 2 heures maintenant. Tu sais, j'ai l'impression que les films d'une heure 40, ça n'existe plus, ou les séries de 40 minutes, ça n'existe plus. 2 heures, le dernier Scorsese, 3h20. Quoi. Exactement, ouais. Et même des films, des fois, où sur le papier, c'est une simple comédie, mais ça dure 2h20. Je me dis, attends, 2h20 là, ils vont faire, tu vois. Bref, et on est dans ce truc-là, et donc moi, ça me va très bien quand des trucs durent moins longtemps parce qu'on a plein de choses à faire. Et moi, je l'ai lu je faisais un trajet, je faisais un Lyon-Paris dans le train et j'ai lu le livre. Et au final, et ce que j'aime bien aussi, c'est que l'écriture, justement, elle est accessible à tout le monde. Moi, je suis pas j'adore le livre et tout, mais je suis pas un grand lecteur, j'arrive jamais à me mettre dedans vraiment. Donc, si en plus, j'accroche pas au style, que ça me parle pas, je vais encore plus décrocher.
décrocher, Bien tu sûr, vois. ouais. Et là, le fait que ça soit accessible, que ça nous renvoie à des questions personnelles, moi je trouve ça très efficace. Bah écoute, Très merci. efficace. Et c'est vrai que quand tout d'un coup Dupieux sort un film qui dure 1h10 récemment, c'est ça. les gens sont très surpris parce qu'ils se disent ah putain, j'ai vu un film, c'est un vrai film et ça dure 1h10, donc c'est possible. C'est ça. Donc oui, moi je suis assez pour aller vers la concision et surtout nous faire gagner du temps. Mais dans la c'est vie. vrai, c'est vrai. Mais tu sais que en parlant de ce film là, Yannick, Ouais. du coup de Quentin Dupieux, à un moment donné, je devais aller voir un film, j'avais pas beaucoup de temps, et j'avais le choix entre Barbie et Yannick. Et tu t'es dit quel est le plus court. Et ça n'a pas été le point de départ, mais j'ai choisi Yannick en premier, et ensuite j'ai vu qu'il durait 1 heure. J'ai apuré, très bonne surprise. J'ai eu le temps de sortir de chez moi, revenir, ma femme, t'es déjà rentrée? Oui, le film est fini. Mais oui, bien sûr. Et c'est trop bien, quoi. C'est l'avenir. Les films courts, franchement, il faut y aller, les gars. On y va tous. Mais oui, allons-y. Il y a plus de gens le verront. Et puis Encore surtout, plus de hyper gens. rentable. Parce que Hyper Yannick, rentable, le ah oui. film, il a été tourné en 3-4 jours. Oui, exactement. Et il a fait plus de 500 000 spectateurs. Donc, chapeau, bravo. Ouais, et puis tu l'as vu toi, du coup, ouais, très bon film. Le super. cast est super, Ouais, super. il joue super bien. Et quand même, tu parlais, pour revenir sur ton livre L'Expérience, Mhm. Léo, il est quand même, j'ai l'impression, inspiré quand même pas mal de Maurice Barthélémy. Ouais, parce Il y a que tout ce que plusieurs choses, j'écris ressemble un peu à mon histoire. Ouais. Donc oui, il y a une partie de moi qui... Justement, sur ce questionnement, j'ai repéré pas mal de ton passage avec tes parents, avec Ouais. ta fille, etc., Ouais, exactement. qui sont similaires un peu à ta vie. Oui, bien sûr, mais je le raconte d'une autre façon que dans Fort comme un hypersensible. Oui, bien Il y a sûr. des choses que je raconte que j'ai pas racontées dans le bouquin sur l'hypersensibilité. Là, c'est des trucs plus perso, familiaux, que j'ai un peu noyés dans le personnage de Léo. Mais c'est vrai qu'il me ressemble pas mal, ce personnage, rien que dans la description que je Ouais. peux en faire au début. Mais c'est le cas de tous les personnages que j'écris au cinéma aussi. Il y a toujours beaucoup de moi dans tous ces personnages-là. J'arrive pas à faire autrement, donc c'est comme ça. Il y a le personnage de Théa, donc Ouais. aussi dans le livre, parce qu'on parle de Léo, c'est normal. Mais il y a aussi Théa qui est un peu. Comment tu la décrirais? En fait, Théa, c'est une spectatrice qui est dans la salle, puisque quand Léo rentre, il n'y a personne dans la salle, il est tout seul face à son écran. Et puis il y a une femme qui va s'installer là, qui va être une sorte c'est la personne qui va le pousser à sortir de sa zone de confort. Parce que s'il avait été tout seul, il ne l'aurait pas fait. Il se serait dit, bon, qu'est-ce qu'on est en train de me faire comme délire là? Bon, je quitte le cinoche. Mais comme il y a cette femme, qui est en plus une femme qui a beaucoup de charisme, il est tout d'un coup interpellé, il sait pas trop quoi faire, il sait pas trop être lâche, il sait pas trop et en fait il a envie de lui plaire d'une certaine manière à cette femme. Et donc c'est à cause de ça qu'il va sortir de sa zone de confort, accepter le jeu que lui impose l'écran. Donc c'est une femme qui va l'aider à se révéler, qui est un peu son... Voilà, c'est un agent révélateur. C'est un peu son opposé finalement, qui, Ouais. elle, arrive à se remettre en question, Mhm. à une espèce de sagesse, un recul permanent sur les choses. C'est ça. Est-ce qu'il y a une Théa dans ta vie? Ah oui, tout Ouais, il y en à a. fait, ouais. Qui t'ont permis ça, Ma compagne, qui est une personne qui me stimule et qui m'interpelle et qui me pose des questions et qui essaye de faire en sorte que je sois pas en boucle sur moi. Et dans le livre, il y a ce passage aussi où Léo fait le tour de la salle à cloche-pied. Ouais. C'est un peu une manière de se dire ce que tu disais, sortir de ses habitudes, de ses gonds. Ouais. C'est quand la dernière fois où toi t'as fait ça? T'es sorti un peu de tes habitudes, t'as pris ce truc Quand je suis parti en République démocratique du Congo rencontrer des chimpanzés. Ok, Ouais, j'ai fait ça pour un doc pour Ushuaïa TV. trop bien. Et sur le coup, je ne savais pas du tout pourquoi j'acceptais. Et quand je me suis retrouvé là-bas, je comprenais encore moins. Mais, Ah, je croyais que t'allais me dire le contraire. Ok, d'accord. mais ça m'a vachement apporté. C'était passionnant parce que je suis allé à la rencontre d'une femme qui est primatologue, qui s'appelle Amandine Renaud, et qui a créé un sanctuaire de chimpanzés en RDC. Mhm. Et cette rencontre avec les chimpanzés était complètement folle, quoi, parce que je m'attendais pas à ça, quoi. Ça n'a rien à voir avec le fait de rencontrer des chimpanzés aux eaux de Vincennes. Hein. On Ah est oui, vraiment dans j'imagine. un contact Ouais. très puissant. Et en même temps, j'ai été mis vraiment face à une nature qui était agressée.
c'était vraiment là que j'ai vu ce que c'était que la déforestation à cause de la culture intensive, de l'huile de palme. J'ai vu ce que se représentait le recul de la forêt et comment est-ce que la faune et la flore, du coup, reculaient aussi. Bref, j'ai été confronté vraiment à une réalité là. Et c'était passionnant. Et sur le coup, je me suis dit, ok, je comprenais pas pourquoi j'y allais. Et en revenant, j'avais vraiment le sentiment d'être sorti totalement de ma zone de confort et que c'était bien. Et ça a été facile d'accepter, de se dire je le fais alors que... Ça a été facile d'accepter. Ouais. Et ça a été aussi bizarrement assez facile d'accepter les conditions sur place. Parce que quand je me suis retrouvé vraiment à 800 km de Kinshasa, au milieu de la brousse, mais tout ce qu'il y a de plus hostile, parce que je dormais dans une tente Quechua, il faisait chaud, il y avait des moustiques qui me bouffaient les mains et le cou, c'était un peu relou quand même. Mais je me disais, bon, voilà, tu vas pas commencer à te plaindre, on s'en fout, quoi. Vis ce que tu as à vivre, ça dure 10 jours, vas-y, quoi. Donc, en revenant, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai réussi à vraiment laisser tomber le téléphone portable, laisser tomber plein de trucs facilement. Donc c'était quand même riche en leçons. T'as fait rendez-vous en terre inconnue, j'ai l'impression. Alors c'était une forme de rendez-vous en terre inconnue, mais sans Frédéric Lopez, et avec des singes. Et avec des singes. C'était ton rendez-vous en terre inconnue. C'était la version Maurice Barthélémy. Mais j'étais plus... Le principe du doc, c'était que j'étais vraiment plus axé sur elle et les chimpanzés que sur moi. Ah oui, c'était oui. Moi, j'étais juste une sorte de spectateur qui arrivait sur place. D'accord. Alors que Rendez-vous à terre inconnue, c'est on prend une personnalité et on voit comment elle réagit face à l'inconnu. C'est ça le Moi, sujet, j'étais plus derrière la caméra. T'étais inversé. Ouais. Ok. Et c'était quand ça? C'était longtemps? C'était il y a 2 ans. C'est repassé sur TF1 il y a 15 jours, 3 semaines, autour du 15 octobre, c'est repassé, ouais. Ok. Et est-ce que toi, t'arrives à prendre du recul facilement? Ou t'es un peu comme Léo, finalement? Ouais, en tout cas, j'ai pas de mal à prendre du recul. Me remettre en question, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, prendre du recul, oui. Ça va même avec le temps, là, la remise en question, c'est quelque chose qui est compliqué pour toi? Ouais, parce que il y a un petit orgueil chez moi qui fait que j'aime pas trop admettre mes échecs. Voilà, j'ai un petit côté un peu besogneux comme ça où je me dis je râle. Tu râles, ouais. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte que finalement c'est bien, il faut accepter ses échecs, il faut accepter ses victoires. Ouais, c'est bien de prendre du recul, ouais, bien sûr. Et c'est un peu bateau comme question, mais est-ce que vraiment on a conscience de marquer des gens, de marquer une génération, tu sais, quand on vient de parler, qu'on vient de sortir la même référence, est-ce que ça serait hypocrite de te dire non, parce que franchement, c'est vrai que j'ai conscience que j'ai fait partie d'un mouvement qui a marqué une génération derrière nous, donc c'est cool. Ouais. Franchement, je le prends en tant que tel, j'en tire pas une légion d'honneur. Ça serait de la fausse modestie de dire oh non, tu sais, non, je crois pas. Ouais, c'est vrai que l'humour des Robins et plus largement l'humour de toute cette génération auquel on a appartenu, elle a déterminé l'humour de la génération d'après, de la même façon que eux aujourd'hui sont en train de déterminer l'humour de dans 15 ans. Donc je dirais que ouais, on a fait partie de et ça c'est sacrément chouette. Ouais, c'est agréable, j'imagine que c'est agréable. Ça te fait peur le temps qui passe ou t'es plutôt non, ok avec ça? Je suis très tranquille, très serein. Je crois que j'ai rarement été aussi bien dans ma vie qu'aujourd'hui. J'ai 50, je vais avoir 55, donc je me dis ouais c'est cool, il me reste encore un peu de temps pour faire le con et en même temps j'ai pas peur de la mort, donc si je dois mourir demain c'est que mon temps sera venu. Si tu pars demain, tu te dis j'ai pas de grand regret? Non, si ce n'est que j'aimerais pas rendre malheureux mes proches, mais j'essaie de vivre vraiment les choses pleinement. C'est important. Parce que si on a la chance de pouvoir le faire, c'est hyper important. C'est sûr que j'ai de la chance, ouais.
Et c'est quoi tes objectifs? T'as encore des objectifs pour l'avenir? Ouais, j'ai des envies. J'ai des envies. J'ai envie de continuer à divertir. J'ai envie de réunir les gens. J'ai envie de réunir les gens autour de thèmes positifs. J'ai envie de travailler sur des films qui font du bien. J'ai envie de contribuer à alléger le climat qui est extrêmement anxiogène et lourd en ce moment. Donc je sais vraiment ce vers quoi je veux aller. Après, sous quelle forme? Film, évidemment. Mais ça peut être un bouquin, ça peut être une émission de radio, ça peut être un festival, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai envie de plein de choses, mais qui à la fois réunissent les gens, les sortent de leur téléphone, moi le premier, et surtout de faire kiffer les gens, quoi. Ça t'impacte sur ton professionnel, là, tout ce qui peut se passer, l'anxiogène, le climat, les tensions, les atrocités qu'on peut voir? Ouais, ça m'impacte parce que je ne suis pas dans ma bulle, et en même temps, ça me renforce dans l'idée qu'il faut que nous, qui sommes des humoristes, notre rôle, il est encore plus important, quoi. Et ce qui est terrible, c'est de voir à quel point, bizarrement, plus la période est anxiogène, plus on bride les humoristes. Et c'est un truc de ouf, quoi, parce que tu te dis, putain, c'est dingue. Il faudrait au contraire leur laisser la parole et vraiment le droit de dire un peu, même des choses qui choquent, à la limite, on s'en fout, parce que. Mais on est dans une telle période où on ne peut plus rien dire que du coup, les humoristes, on a l'impression que tout le monde se standardise un peu, quoi. Et c'est pas de leur faute. Donc je dirais que non, au contraire, il faut foutre la paix à ceux qui foutent du poil à gratter. C'est pas pour rien qu'à l'époque il y avait des bouffons. Le bouffon pouvait tout dire au roi et on lui pardonnait parce que c'était son rôle de bouffon. C'était son rôle, ouais, bien sûr. Ça a toujours fait partie du système, finalement. Ouais, sauf qu'aujourd'hui on veut contrôler les bouffons, donc c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Maurice, on arrive à la fin de ce podcast. Ok. Est-ce que tu aurais une non-recommandation à faire aux gens? Ça peut être quelque chose de culturel, mais pas que. Ah, tu m'avais posé la question et je n'ai pas réfléchi. Une non-recommandation? Oui, arrêtez de laisser des messages haineux sur les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. En fait, vous perdez votre temps. Tout simplement que votre avis, on s'en fout. Et en plus, vous perdez votre temps, les gars. Ce qui est important, c'est de dire ce qu'on aime, mais de dire ce qu'on n'aime pas. On s'en fout fondamentalement, parce que si tu l'aimes pas, tu le gardes pour toi. Et puis, ou à la limite, tu en parles à ta meuf ou t'en parles à ton mec. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ton avis négatif? Essaye de contribuer à être positif en laissant des messages positifs et non pas à ressasser ta colère, etc. Parce que moi, quand il m'arrive de pas aimer des trucs, j'en parle pas. Je me dis, ok, j'ai pas aimé, point barre. Mais au contraire, ne laissez pas de messages négatifs. Arrêtez la haine, quoi. C'est fou, hein, En fait, c'est un message tellement vrai, évident, normal, mais j'ai l'impression que c'est inévitable. C'est inévitable. Je suis très pessimiste sur ça. Ouais, moi je suis pareil que toi, hein, mais parce que je pense que maintenant les gens ont la parole, donc ils veulent qu'on entende leur parole. Ouais. Mais moi je suis pas contre le fait on peut donner son avis. C'est important de donner son avis, mais c'est pas la même chose que de dire c'est de la merde. Ouais, bien sûr. Donne ton avis, mais donne-le de façon argumentée, quoi, mec. Constructif, mais pas juste, c'est de la merde. C'est marrant parce que, tu vois, je lisais des commentaires, j'ai posté un truc une interview que j'avais donnée avec Mouloud sur Re. Et la plupart des commentaires de cette vidéo que j'ai postée sur Insta étaient assez argumentés, positifs, etc. Puis t'en as qui disent, ce film, c'est de la merde. Ouais. J'ai envie de te dire, quel est l'intérêt, mec, de laisser ce message-là? Tu peux dire que t'as pas aimé le film pour telle et telle raison, mais argumente. Et parce que si moi, j'arrivais chez toi, je peux pas m'empêcher de me dire, le jour où le mec, je me pointe devant lui en lui disant, oh putain, j'ai vu ta bagnole, c'est de la merde. Le mec, il se sentirait hyper agressé, il dirait, mais
qu'est-ce que je t'ai fait, quoi? C'est clair. Et je lui dirais, je trouve que ta bagnole, c'est de la merde. Et ça, le mec, il serait blessé parce qu'il adore sa bagnole, tu vois. Et je me dis juste, putain, mais comportez-vous exactement dans la vie comme vous vous comporteriez sur les réseaux sociaux. Ne vous protégez pas derrière votre clavier et soyez un tout petit peu courtois. C'est ça, parce que c'est le truc, moi qui regarde beaucoup de créateurs de contenu sur YouTube qui subissent aussi ce genre de choses. Tous ont à dire que quand ils rencontrent la personne, il y a même des formats qui existent d'ailleurs sur YouTube, on rencontre des haters. Ah, génial. Et ils sont en face à face, que ce soit des fois ça a été dans le monde du rap, ou des grands youtubeurs qui se sont retrouvés face à des haters, et quand ils sont en face d'eux, il y a zéro argument. Bien parce sûr. qu'en fait, même limite, ils les aiment bien en fait. Tu vois, c'est genre, plein de fois, ils se retrouvent à dire j'ai dit ça, mais je sais pas pourquoi. Oui. Voilà, il y avait aucune raison, c'était même pas, ça se trouve, c'était même pas pensé, c'était même pas sincère, c'était juste une manière d'exister. Tiens, on va, je sais pas, j'ai même pas d'explication à ce qui se passe dans la tête de ces gens-là pour faire ça, mais voilà, c'est c'était fatigant. ma non-recommandation. C'est une très bonne non-recommandation. Est-ce que tu aurais au contraire, cette fois, une recommandation à nous faire? Allez voir le spectacle de PEF Spamalot qui se joue actuellement à Paris. Alors pour ceux qui sont à Paris, qui est vraiment une merveille de spectacle, une comédie musicale totalement déjantée, vraiment très très ambitieuse, avec énormément de gens sur le plateau, un orchestre. On s'en prend plein la gueule. J'espère qu'il partira en tournée pour qu'on puisse le voir un peu partout. C'est une merveille. Ok, très bien. Le spectacle de PEF Spamalot. Très bien. Maurice, avant de se quitter, tu sais, je fais toujours un petit cadeau à mon invité. Oh. Il est juste là, je vais te le donner tout de suite. Ah, qu'est-ce donc? Je te laisse. Ah oui, il est carrément. Ah, il est emballé et tout, non? Il y a un vrai truc. Ah, un grand mot. Il y a un vrai travail. Un grand merci pour cet échange. Je t'écris en direct du passé, mais je te trouve très très bien habillé. Tout le monde, tout le bonheur du monde. Génial. Ah c'est trop sympa. Alors, je l'ouvre. Voilà. Vous entendez? Exactement. Ami. Il y a un peu d'ASMR là qui se fait de déballage de. Et c'est un bouquin, alors déjà je peux vous le dire, comme un oiseau dans un bocal. Ah putain, je ne le connais pas ce livre. Excellent. Ah ouais. J'ai vu ce livre totalement par hasard. On m'en a parlé. Et je sais pas pourquoi il était destiné pour toi. Il m'a fait penser à toi. Génial. Ah, trop bien. Alors, c'est Lou Luby, comme un oiseau dans un bocal. C'est ça. Portrait de surdoué. Alors moi je me vis plutôt comme un surdoué. Non mais tu sais ça non. Mais je te l'offre parce que tu es un surdoué, Maurice. Voilà, c'était ça le message. Merci. Et le graphisme est super beau. Voilà, c'est une BD je suis très touché chez Delcourt. Voilà, une BD un peu qui me fait penser un peu à Fort comme un hypersensible dans la démarche. Ah écoute, explicative de ce que peut être HPI, en même temps c'est ludique, en même temps voilà. Je mets ton petit. J'ai bien aimé, et puis le livre est très beau en plus de ça. Je te débarrasse de ça si tu veux. Hop. Je suis ravi. Bam. Et donc voilà, ça m'a fait penser à toi, je me suis dit je vais t'offrir ça. C'est top, je suis ravi. Merci beaucoup. Maurice, merci d'avoir été là. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir, dis-moi? Écoute, de continuer à m'amuser, de pouvoir amuser les autres, éventuellement de les questionner, éventuellement de les faire un tout petit peu avancer, et surtout ne nous prenons pas au sérieux. Continuons à prendre les choses à la légère, même si les temps sont graves. Exactement. Ton livre, L'expérience, est sur dispo partout. Oui. Et également en numérique, je précise pour ceux qui ne vont pas acheter. Oui, tout à fait. Il existe en numérique et c'est bientôt Noël, donc n'hésitez pas les gars. N'hésitez pas, c'est un livre, on le rappelle, qui est facile à lire, très rapide à lire en plus pour ceux qui machin. Et c'est ça la suite, il y a quoi? Il y a peut-être des projets dont tu peux nous parler ou pour l'instant le film dont je t'ai parlé tout à l'heure, peut-être un festival qui est en gestation autour du feel good. Très bien. L'idée c'est de promouvoir le cinéma feel good. On n'a pas encore tout à fait trouvé l'endroit où on va le faire, mais c'est en préparation. Très bien. Et quoi d'autre? Peut-être un bouquin qui sortira, peut-être, je sais pas, travailler sur une série qui me correspond, voilà, des choses. Très bien. Écoute, en tout cas, on peut te suivre sur Instagram, Maurice Barthélémy. On peut retrouver toutes tes actualités. Ouais. Merci Maurice d'avoir été là. Merci à toi. À bientôt. Ciao. C'était vraiment super. Merci beaucoup.